Bonjour tout le monde, bienvenue à nos coulisses du financement. Très contente de vous retrouver. Chaque année, en partenariat avec la Banque de la Banque nationale, Montréal Inc. propose aux fondateurs de start-up de connecter avec les acteurs du financement afin de tout savoir sur les sources de financement et les opportunités. Ça se veut vraiment, c'est les coulisses, donc on est backstage, puis on veut vous révéler tout ce qu'il y a à connaître et à savoir de la façon la plus directe et simple possible. On a décidé de faire une édition spéciale adaptée à cette période de crise pour parler de ce qui se passe actuellement en termes de financement, ce qui a changé, ce qui est nouveau aussi, parce qu'il y a des nouvelles sources de financement qui ont émergé, puis aussi parler de l'avenir, quelles sont les perspectives qui s'en viennent. Alors, avant de commencer, j'aimerais vous présenter la représentante de notre super partenaire de la Banque nationale, Madame Twin Vaux, directrice générale et chef groupe technologie et innovation, service aux entreprises à la Banque nationale. À vous, Twin. Oui, bonjour. Merci Liette. C'est la troisième année que Montréal Inc. et la Banque nationale, on organise cet événement qui a toujours beaucoup de succès. Et la Banque est très fière de s'associer à l'événement parce que nous avons à cœur les entrepreneurs. Aujourd'hui, c'est une édition spéciale sur la crise et l'après-crise, car il fallait répondre à un besoin, une préoccupation pressante des entrepreneurs, qui est le financement. Puis tous les acteurs que vous voyez aujourd'hui sont réunis, banques, investisseurs, VC, experts, organismes de soutien et le plus important, vous, les entrepreneurs. Un vrai who's who du startup, du financement startup. Et je sais que je parle à des entrepreneurs de start-up innovantes qui, durant cette crise, sont passés maîtres dans l'art de se revirer sur une scène. Pour la Banque nationale, cette crise, c'est 16 000 employés sur 26 000 qui sont partis travailler à la maison du jour au lendemain. C'est 1 milliard en prêts d'urgence octroyés à 25 000 entreprises en l'espace de quelques semaines. Beaucoup d'exemples d'agilité, dont des membres de mon groupe qui sont allés prêter main forte à d'autres groupes de la banque pour accélérer le temps de réponse aux entrepreneurs qui attendaient leur fonds d'urgence. Pour une start-up de 160 ans, c'est pas mal se revirer sur un gros dizaine. Et au travers de tout ça, on a été très fiers d'un sondage qui a été effectué par la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante auprès de 10 000 entreprises canadiennes où la Banque nationale s'est classée au premier rang des institutions financières pour la qualité de son appui aux entreprises pendant la crise, puis on en est très fiers. Quelques conseils pour vous, les startups, pour la crise, mais surtout l'après-crise. En termes de financement, je dirais, méfiez-vous de ce qu'on entend dans les médias. Rien ne sera plus pareil ou tout va changer. Il faut effectivement se réinventer, mais pas nécessairement refaire tout son modèle d'affaires. Concentrez-vous sur vos fondamentaux. Les éléments à regarder sont l'équité, le fonds de roulement et particulièrement vous et vos gens. Regardez le financement dont vous avez besoin. Faites le tour des programmes qui existent. Parlez à votre comptable. On a vu quand qui avait été annoncé n'était pas nécessairement applicable aux réalités des startups. On a aussi beaucoup de ressources en ligne sur bnc.ca, notamment une calculatrice qui peut vous aider à évaluer vos besoins en liquidité. Puis, bien entendu, suivez tous les conseils des experts réunis aujourd'hui. Bonne conférence. Merci infiniment, Twin, pour ces excellents conseils. C'est très impressionnant de voir tout ce que la Banque nationale a accompli, puis à quel point nos institutions financières ont été là pour prendre la balle au bon, puis appuyer nos entreprises. Donc, on est très content de vous avoir comme partenaire avec nous aujourd'hui. On a beaucoup de sujets à aborder. On a également beaucoup d'intervenants qu'on a réussi à réunir pour vous donner le portrait le plus complet possible de la situation en financement start-up. On a la chance d'avoir des représentants d'organismes de soutien, d'institutions financières, des VC, des investisseurs, des experts et puis des entrepreneurs. On espère que vous allez trouver toutes les réponses à vos questions, puis on vous invite d'ailleurs à en poser à nos intervenants en utilisant le chat qui est à votre droite. En tout temps, vous pouvez retrouver la programmation complète de notre journée dans l'accueil de l'événement, le premier bouton dans votre menu à gauche. Et comme c'est la première fois qu'on utilise Hopin, je vous rappelle, tout devrait bien se passer, mais on va vous demander d'être indulgent si jamais il y a des petits problèmes techniques en cours de route.
Alors, on commence sans plus attendre avec notre première activité, qui est le panel État des lieux du financement aux entrepreneurs, que j'ai le plaisir d'animer ce matin. Donc, je ne sais pas si tous mes gens sont là. Ah, ben je vois Benoît, ça va bien. Je sais que Thomas est là aussi. Il nous manque Christian Perron, qu'on est en train de récupérer parce qu'on a eu un petit peu des problèmes avec les liens d'accès. Je pense qu'il s'en vient, mais ce que je vais faire, c'est que je vais commencer avec vous deux, messieurs, comme ça, on va pas perdre de temps. Donc, Thomas, si tu veux ouvrir ta caméra pour qu'on puisse te voir aussi. Puis, je vais juste commencer en vous présentant. Donc, je pense que vous voyez déjà Benoît. Benoît Leroux. Salut Benoît. Je suis Bonjour, vous contente que m'entendez bien, oui? parfaitement bien. Je suis contente que tu sois là avec nous aujourd'hui. Benoît, tu nous expliquer rapidement ton rôle à Investissement Québec? Oui, absolument. Donc, bonjour à tous. Très content d'être parmi vous ce matin. Donc, j'agis comme directeur principal des fonds d'investissement chez Investissement Québec. On est une dizaine de personnes qui agissent comme commanditaires de la quasi-totalité des fonds d'investissement que vous connaissez au Québec. Et donc, ça va me faire plaisir de partager avec vous là, un peu nos activités, ce qu'on fait et vous donner un peu le backstage, là, les coulisses de cette activité-là, qui n'est pas très connue. Tout à fait. Je pense qu'on va démystifier bien des choses aujourd'hui. Benoît, tu m'avais expliqué, puis j'avais trouvé ça intéressant. Dans le fond, ce que je voulais avec le panel aujourd'hui, je ne sais pas si je vais accomplir cet objectif, mais je voulais dresser un peu le portrait de ce que le gouvernement fédéral, puis la BDC, beaucoup à travers le gouvernement fédéral, a pris comme mesure pour appuyer dans la crise. Puis on a vu que ça a été le premier, naturellement, puis celui qui a été le plus investi auprès des entreprises depuis le début de la crise, c'est le gouvernement fédéral. Puis le gouvernement provincial est venu combler souvent ou adapter, dans le fond, des programmes qui étaient peut-être moins adaptés pour nous ou qui ne répondaient pas exactement à tout ce dont on avait besoin. Le gouvernement provincial est venu faire ça. Puis ensuite, ben, il y a la ville qu'on a aussi sur la panel qui a un rôle assez différent. J'aimerais ça t'entendre sur en quoi notre gouvernement ici a des moyens que d'autres provinces n'ont pas, puis a pris des moyens aussi que d'autres provinces n'ont pas. Oui, absolument. En fait, justement, là, moi, à l'inverse, je pense que le gouvernement du Québec a fait beaucoup de choses. Là, peut-être que c'est sûr et certain que le mandat de la BDC est différent aussi. Il faut comprendre les paliers gouvernementaux. Là, le fédéral est dans une position qui a des moyens aussi plus importants. Là, c'est tout à fait normal. Puis ils répondent très bien. On est très content de la réponse qu'a eue la BDC là, à travers le Canada et notamment au Québec avec les différentes initiatives. Il faut comprendre aussi. Je pense que Thomas est là. Ah, j'ai vu Thomas apparaître et disparaître. C'était comme une apparition. J'espère qu'il va pouvoir revenir. Okay. Je vais juste finir donc au niveau des mesures qui ont été prises par le gouvernement du Québec. Donc, au niveau du gouvernement du Québec, je pense qu'il y a plusieurs initiatives importantes qui ont été mises en place. Si on recule début mars, on avait le budget le 10 mars qui a été sorti, donc quelques jours avant vraiment la pandémie. Mais je pense qu'au Québec, on est chanceux aussi d'avoir des joueurs importants. C'est sûr que la présence d'Investissement Québec est assez unique. Si on regarde le portrait canadien là, au Québec, d'avoir un organisme comme Investissement Québec, c'est sûr que là, ça fait un peu. Je prêche pour ma paroisse, mais. C'est correct. Oui, non, c'est ça. Puis il y a plusieurs mesures qui ont été mises en place avec EQ, mais il y a aussi la présence de la Caisse de dépôt et des fonds fiscalisés. Il ne faut pas oublier le fonds FTQ, les fonds d'action, qui est assez unique dans le paysage canadien. Donc, la présence du fonds FTQ et de fonds d'action aussi aide, je pense, les entreprises. Et le gouvernement du Québec, 2,5 milliards au niveau du PAC, 150 millions au niveau du FLI. Qui a été bonifié là, la semaine dernière. Puis je pense que Christian, s'il est en mesure d'en parler, va pouvoir l'aborder. C'est toutes des initiatives qui ont été faites par le gouvernement du Québec. Et je pense qu'à cet effet-là, il y a beaucoup de montants qui ont été rendus disponibles en complément, évidemment, avec nos partenaires fédéraux. Donc, il faut le voir comme additif et complémentaire. Voilà sur quoi on travaille. Puis, effectivement, on travaille sur beaucoup d'autres initiatives. On va avoir une mise à jour économique à la fin juin. Je peux vous dire que nos équipes sont très occupées. Il va y avoir d'autres annonces. Excellent, merci beaucoup. Puis, loin de moi l'idée de diminuer le rôle du gouvernement du Québec. J'essayais juste de placer un peu les intervenants pour que tout le monde comprenne un peu le rôle de chacun. Je vois qu'on m'envoie des textos en même temps, fait que je vais essayer de suivre. Thomas, je suis contente
qu'on t'ait rattrapé, que tu es là. J'aimerais ça qu'on regarde avec toi, Thomas. D'abord, peux-tu nous dire quel est ton rôle au sein de BDC Capital pour que les gens comprennent qui tu es? Oh oui, absolument. Merci encore à Montréal Inc. et toi aussi, Liette, pour une vraiment excellente session ce matin. Bonjour à tout le monde. Alors, juste un peu de background. C'est quoi BDC Capital? Alors, c'est l'équipe d'investissement du BDC. Ça veut dire qu'un parti, on fait comme on dit, private equity. Alors, ça, c'est plutôt on finance des entreprises beaucoup plus traditionnelles, mais ils ont un objectif de croissance. L'autre côté, c'est vraiment venture capital de risque. Nous sommes le plus grand investisseur au Canada. Nous avons investi dans plus que 85 fonds au Canada et directement dans 150 startups au restant du Canada. Pour moi, je suis responsable pour opération et stratégie. Alors, dans un sens, mon rôle, c'est regarder le portfolio, et établir une stratégie. Et par exemple, compte tenu de la situation COVID, on a créé comme un programme d'urgence pour appuyer les startups et écosystèmes d'innovation au Canada. Oui, bien justement, parlons-en, Thomas, des mesures qui ont été prises par la BDC pour aider les entreprises dans le contexte de la crise. Puis, ça serait le fun que tu nous parles des mesures, mais aussi qu'on comprenne c'était quoi l'intention de la BDC quand ces mesures-là ont été mises en place. Qu'est-ce qu'on cherchait à accomplir en réaction avec la crise, là? Oui, absolument. Alors, l'intention, c'est vraiment créer un programme d'appuyer les startups dans une manière compte tenu de l'urgence. Alors, ces trois programmes qu'on a créés, c'est vraiment des programmes d'urgence parce que la situation, c'est vraiment unique maintenant. C'était vraiment une crise. Par exemple, la demande des consommateurs et des entreprises était juste zéro pendant comme 3 mois. Et vraiment, la récession, c'est juste, honnêtement, c'est vraiment une situation difficile pour plusieurs des startups. Et c'est intéressant que la plupart de nos startups, spécialement au Québec, sont vraiment dans les secteurs qui étaient vraiment ciblés par COVID-19. Alors, on parle des petites entreprises, des restaurants, hospitalité, etc. Alors, peut-être je peux parler un peu de nos trois programmes. Oui, alors il y a 3 volets ou 3 initiatives qu'on a créées. Un, c'est accélérer les investissements de notre fonds d'investissement. Alors, ça veut dire que, spécialement au Québec ou au Canada, c'est vraiment accélérer le first close de chacun des fonds. Plus qu'on peut assurer dans 3 à 6 mois, il y aura des fonds au capital disponible pour les startups. La deuxième chose, c'est accélérer nos co-investissements pour les later stage startups, spécialement au Québec. Alors, on a vu comme Hopper. Hopper, c'est un très bon exemple. C'est vraiment un champion ici à Montréal, au Québec, mais ils sont dans le secteur de voyage et de tourisme. Mais c'est vraiment un grand startup. Et c'est rare d'avoir des fonds qui sont capables d'écrire des grands chèques. Il y a des grands fonds canadiens qui peuvent écrire des grands chèques pour appuyer les startups de later stage. Alors, on a comme agrandi l'équipe et ils vont accélérer leur investissement. Et je pense pour les gens dans l'appel aujourd'hui, le troisième programme, c'est plus intéressant. Le plus intéressant, c'est notre convertible. Alors, c'est notre programme de relais où on va matcher un rond d'investissement par un syndicat de fonds. Alors, ça veut dire qu'on va donner un non convertible et on va matcher le montant d'un syndicat. Alors, si vous avez une startup qui est éligible, ça veut dire on parle des entreprises constituées au Canada. Alors, c'est des entreprises canadiennes qui exercent leurs activités au Canada, qui ont déjà mobilisé au moins 500 000 et été particulièrement touchés par COVID-19 et avoir au moins un investisseur qualifié qui va investir dans le rond faisant l'objet d'une controversie de BDC. Ça veut dire que si vous avez une startup qui a déjà levé 500 000, il y a comme un syndicat où il y a un investisseur éligible qui fait partie du syndicat, on va matcher le montant.
Alors, par exemple, s'il y a comme un syndicat qui vont mettre 1 million de dollars dans un non convertible ou dans un rond où c'est un investissement d'équité, on va matcher 1 million de dollars. Et alors, ça veut dire, ça nous donne une opportunité pour donner capital additionnel aux startups parce que la situation, je pense, ça va être une durée assez longue pour le moment, aujourd'hui. Ouais. C'est super intéressant, ces outils-là que vous avez déployés. Je sais aussi que par ailleurs, bon, il y a des fonds que vous avez déjà à la BDC qui sont toujours là pour appuyer les startups. J'aimerais ça qu'on en parle parce que je pense Oui. que notre public de ce matin est plus au niveau seed souvent. Puis il y a deux fonds intéressants, un fonds seed stratégique puis un fonds pour les femmes en tech aussi. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Oui, absolument. Il y a comme 3 fonds où les startups peuvent accéder, spécialement dans les investissements de seed. Un, c'est notre fonds d'investissement stratégique. Alors ça, c'est un fonds dédié pour seed. Et le contact, c'est Steve Abrams, qui est un associé dans le fonds, mais c'est vraiment un fonds dédié au seed. Ils font des investissements au minimum de à peu près 10 millions par année. Le deuxième fonds, c'est notre fonds pour appuyer les femmes entrepreneurs en technologique. Alors, et s'ils font continuer des investissements spécialement ainsi. Et troisièmement, c'est un autre fonds de technologie industrielle. Alors, pour les startups qui sont dans des secteurs beaucoup plus industriels, on parle de, par exemple, énergie, on parle de manufacturier. Alors, ils ont juste commencé, ils ont capital pour faire des investissements aussi dans stage seed. On m'avait donné un contact chez vous qui est Guillaume Mercier. Est-ce que Guillaume, c'est le contact pour lequel de ces fonds-là qu'on pourrait donner aux participants? Absolument. Okay. Oui, absolument. Il y a moi, il y a Guillaume et Steve Abrams qui sont disponibles pour où tout le monde peut nous contacter. Parfait. Ben, merci beaucoup, Thomas, pour cet overview de tout ce que vous faites. C'est dommage parce qu'en plus, la Ville venait tout juste d'annoncer un nouveau fonds qui va être opéré par PME Montréal. Donc, Christian aurait pu nous donner, si jamais on réussit à l'avoir, qu'il se joigne à nous, ben, on pourra donner un petit peu plus de détails là-dessus. La Ville, dans le fond, le rôle qu'elle joue dans tout ça, elle, c'est... La Ville est responsable du développement économique sur son territoire, dans le fond. Donc, elle a des programmes de financement qu'elle a toujours auprès des entreprises, qu'elle fait transiter par PME Montréal. Donc, PME Montréal, avec leurs 6 branches sur le territoire de l'île de Montréal, a joué un rôle super important dans les derniers mois à exécuter des programmes, entre autres, qui provenaient du gouvernement du Québec. Je sais pas. Toi, Benoît, est-ce que tu les connais un peu, Je vais me risquer un peu. Je connais un peu le contexte dans lequel ça a été mis en place. Donc, il faut comprendre, au Québec, on a les fonds locaux d'investissement qui sont répartis à travers les différentes régions. Historiquement, les CLD, les MRC géraient chacune une enveloppe qui était financée par le ministère de l'Économie. Donc, ce qui a été annoncé, je vous dirais, je pense il y a un mois, il y avait une enveloppe de 150 millions qui avait été annoncée pour l'ensemble des régions. Et là, c'était vraiment des montants de 50 000 et moins. Donc, si on fait référence, par exemple, au pacte, où est-ce que c'est des montants de 50 000 et plus et qui sont administrés par Investissement Québec, en bas de 50 000, c'était réparti à travers ces différentes entités-là partout sur le territoire québécois. Donc, notamment pour supporter vraiment les PME, les services de restauration, vraiment pour reacher sur le terrain ces entreprises-là. Et donc, ce qu'on a appris, je pense, là, il y a 2 semaines ou la semaine dernière, c'est que Développement économique Canada, la Ville de Montréal et le gouvernement du Québec est venu bonifier davantage cette enveloppe-là. À Montréal, c'est effectivement PME Montréal qui gère ces sommes-là. Donc, mais là, on vient de bonifier davantage ces sommes-là avec un 20 millions additionnel et une contribution supplémentaire de Développement économique Canada très intéressant. Il faut comprendre aussi que, tu sais, de déployer ces capitaux-là pour Investissement Québec ou pour des organismes comme ça, c'est important de multiplier les acteurs. Chez Investissement Québec, on est 500 employés, on va monter à peu près à 1000 employés avec la fusion avec différentes entités, mais il faut comprendre qu'on n'a pas le même nombre d'employés puis la même capacité de traitement, par exemple, des institutions financières.
Donc, de faire affaire avec ces différents groupes-là, et PME Montréal, je pense qu'ils font un excellent travail là, de proximité. Donc, c'est une excellente nouvelle pour les entreprises basées ici à Montréal. Puis de ma discussion que j'avais eue avec Christian en préparation du panel d'aujourd'hui, Christian m'expliquait aussi que le rôle qu'ils jouent en complémentarité avec les investisseurs, c'est qu'eux, ils sont plutôt au niveau de la dette, n'est-ce pas? Donc, ils sont en mesure de faire des prêts rapidement également pour pouvoir venir compléter les financements qui se font avec les investisseurs. Donc, ça aide à finaliser, dans le fond, un montage financier ou un financement plus complet pour les entrepreneurs. Donc, c'est un rôle qui est super important aussi dans le paysage actuel. On a des questions qui viennent du public. Donc, on a une question pour toi, Benoît, dans le chat, qui est, Benoît, à quel stade de financement Investissement Québec commence à s'impliquer avec les startups en croissance? Puis, je vous invite tous, les participants, si vous avez des questions, à nous les poser dans le chat, puis on va les prendre pour Thomas et pour Benoît. Oui, donc très bonne question. Comme je vous ai dit, moi, je suis en charge des fonds d'investissement. Donc, avec le portefeuille de nos 70 fonds, on estime qu'on a environ 1200 entreprises sous-jacentes qui sont donc supportées via ce portefeuille-là. Une des choses qu'on fait, puis une des stratégies qu'on a mis en place, évidemment, on a une base de données, là, donc on suit vraiment l'évolution de ces entreprises-là et avec nos gestionnaires aussi, on s'informe de l'évolution de ces entreprises-là pour identifier vraiment celles qui se démarquent et qui ont le potentiel de devenir vraiment des leaders. On a donc deux équipes au niveau de l'investissement direct. On a une équipe dédiée à l'investissement en capital de risque direct, donc en équité et de la quasi-équité, mais essentiellement beaucoup de l'équité. Et on a également les comptes majeurs, donc les entreprises plus matures. Là, pour les besoins de la cause ce matin, on va parler vraiment du capital de risque. Et donc, au niveau des investissements qui sont faits, ça fait à peu près 4 ou 5 ans qu'on fait de l'investissement direct plus substantiel. Dans le jargon, on appelle ça souvent du co-investissement avec nos gestionnaires en portefeuille. Tantôt, Thomas parlait de Hopper. Donc, juste pour vous donner une idée, on a à peu près une vingtaine d'entreprises dans le portefeuille. On a Lightspeed, Hopper, Coveo. On a une multitude d'entreprises maintenant qu'on supporte depuis de nombreuses années, là, déjà depuis 4-5 ans dans certains cas. Et on peut investir. Donc, les modalités, c'est généralement un investissement minimum de 1 million de dollars. Et potentiellement, ça peut aller à des montants beaucoup plus substantiels. Là, ça peut atteindre des 40-50 millions parce qu'on est du capital patient, on est capable de suivre l'évolution de cette entreprise-là. Donc, pour répondre clairement à la question, au niveau du stade, c'est sûr et certain qu'on ne touchera pas à l'amorçage. L'amorçage nécessite vraiment un accompagnement plus étroit, demande vraiment des compétences particulières qu'on n'a pas à l'interne. Donc, on veille, par contre, dans mon équipe, de supporter les fonds d'amorçage, en grande partie là, avec des montants très substantiels. Comme je vous disais, on est souvent commanditaire à 50-66% de la capitalisation de ces fonds-là, Investissement Québec. Donc, ces fonds-là n'existeraient pas sans notre contribution, il faut se le dire. Et quand on arrive au stade du démarrage, généralement, quand on a un produit qui est valide, qui a été validé, et peut-être qu'on a une certaine traction, donc on a quelques clients qui ont commencé à faire l'adoption de ce produit-là, là, on peut commencer à s'impliquer. En ayant aussi en compagnie d'investisseurs stratégiques, que ce soit des anges investisseurs, des particuliers ou, comme je le disais, nos fonds d'amorçage, on peut s'impliquer dès le démarrage pour des montants minimum de 1 million de dollars. Je pense que ça répond super bien à la question. Alors, je ne sais pas si vous avez d'autres questions pour nos panélistes. Il y a Christian là, qui s'active dans le chat pour au moins passer un peu d'informations sur ce qu'ils ont aussi à PME Montréal. Donc, il parle de 40 millions du fonds d'urgence pour l'île de Montréal, les prêts de 50 000 dont Benoît parlait tout à l'heure, une réinjection de 20 millions qui a été annoncée lundi dans le fonds FAU. Fonds d'aide au, j'imagine, je regarde sur le site web en même temps pour être plus, non, je ne vois pas la définition. Fonds d'aide et de relance, je pense. Et on voit aussi 30 millions pour des prêts de 40 000 déploiements d'ici le début de juillet. Les équipes de PME Montréal sont vraiment hyper occupées, comme l'ont été toutes vos équipes, bien entendu, dans les dernières semaines et mois. Le programme FAR sera disponible en ligne bientôt sur le site pmemtl.com. Postulez, s'il vous plaît, les startups. Un message de Christian aussi. Puis, le FAU, c'est Fonds d'aide d'urgence. Merci, Christian. On est presque en live, mais il faut que Christian soit rapide sur le clavier ce matin. Parfait. Donc, voilà. Gênez-vous pas. Voilà, on a une autre question.
Quels sont les fonds d'amorçage les plus populaires au Québec? Ou les plus actifs, peut-être aussi, ça serait intéressant. Benoît, Tom, qui est-ce qui veut prendre le relais là-dessus? Juste pour clarifier, Je peux y aller. fonds d'amorçage, on parle des seeds? On parle de fonds de seed stage ou? Je pense que c'est la question, effectivement, c'est plus seed. OK, au Québec, il y a On peut comme parler des Orbit. pre-seed aussi, je pense. OK, Orbit. donc pre-seed, il y a Orbit, il y a Panache aussi. Et je pense qu'il y a Real Ventures. Et je dois regarder les listes. À pre-seed, ça c'est rare au Québec. On ne fait pas pre-seed chez nous. On fait plutôt des seed. Alors, ça veut dire revenu au minimum environ 100 000, on dit recurring revenue. Mais quand on parle de pre-seed, c'est plutôt Ange Québec, par exemple. Ça, c'est plus, je pense, selon toi, Benoît, je pense pre-seed, il n'y a pas beaucoup ici au Québec. Oui, c'est un bon point. Bien, souvent, les anges investisseurs, le réseau d'anges, les high net worth, il y a des programmes comme PME Montréal qui peuvent supporter ça, mais c'est effectivement plus rare. Il y a le programme du Santec. Ils ont quand même un programme d'accélération. C'est des chèques de 100 000 là, c'est des petits chèques qui peuvent être intéressants aussi à regarder. Il y a le camp à Québec. Aussi là, qui peut peut-être vous supporter avec des petits montants. Mais sinon, quand on tombe dans le seed stage, effectivement, Thomas nous mentionnait Orbit, là, qui est lié à Real Ventures, Panache, qui peut être complémentaire, qu'on supporte. Au niveau des sciences de la vie, il y a Amorchem. Au niveau des technologies propres, il y a EcoFuel. Sinon, Innovexport à Québec aussi, là, qui peut vous supporter. Et également Asset Capital à Sherbrooke, qui est un fonds qu'on supporte depuis de nombreuses années. Ils en sont à leur deuxième mouture. Donc, c'est le fonds qui est essentiellement annexé avec l'Université de Sherbrooke. Vraiment des petits chèques aussi là, qui peuvent... ils ne sont pas limités à l'Université de Sherbrooke. Ils couvrent le territoire québécois. Donc, aussi Asset Capital qui pourrait être intéressant là, pour nos téléspectateurs. Comment qu'on appelle ça? Ouais. Nos webinaires. On va inventer un nouveau mot de vocabulaire. Donc, puis on a parlé du pre-seed. Donc, en termes de seed, ça serait quoi pour répondre à la question de notre participant, les fonds les plus populaires? Excusez, non, c'est ça que je voulais dire. Donc, quand je parlais d'Amorchem, d'EcoFuel, de Ange Québec Capital, Innovexport, ça pourrait être justement les fonds seed au Québec là, qui sont présents. Si les gens veulent des introductions, on les connaît très bien, là, comme je vous disais, donc on pourra vous mettre en relation. Puis il y en a quelques-uns, en fait, qui vont être dans le reste du déroulement de la journée, qui vont être là pour répondre à vos questions. Donc, profitez-en pendant qu'ils vont être là pour bien comprendre effectivement quelles sont leurs cibles, quels sont leurs intérêts, qu'est-ce qu'ils investissent aussi. Ils seront là pour vous. J'ai une autre question. Comme fondatrice de start-up qui s'autofinance, Bootstrap, avec un fort bagage en finance et en économie, est-ce qu'on a mis des indicateurs clés de performance pour juger des résultats financiers et autres de l'entreprise à qui les sommes seront remises? Est-ce que ces KPI seront mesurés tant au début ainsi que tout au cours de l'évolution de la start-up? Donc, la question, je pense, c'est quand on investit dans une start-up, quels sont le genre de KPI qu'on peut s'attendre à avoir comme entrepreneur sur lesquels on va être suivi par nos investisseurs? Thomas, est-ce que tu veux donner des exemples? Oui, absolument. Oui, absolument. Alors, je pense qu'il y a toujours une tentation d'avoir plusieurs des KPIs. Et selon moi, si vous avez plus que 5 KPIs, c'est vraiment difficile de suivre c'est quoi le progrès. Mais je pense que c'est plus important, c'est quoi l'histoire, c'est quoi la vision de startup. Alors, c'est quoi la stratégie objectif? Alors, c'est quoi le marché total que vous voulez adresser? Alors, on parle de Total Addressable Market. Alors, est-ce que le marché que vous ciblez est assez grand pour un startup? Et deux, est-ce que vous avez la vision et les capacités pour adresser, chercher le marché? Alors, on regarde le revenu. Est-ce que le revenu, c'est vraiment indiqué que vous êtes capable d'attraper le marché? Est-ce que vous avez l'équipe? Est-ce que l'équipe a l'expérience ou
la vision ou la connaissance pour vraiment adresser le marché. Alors, c'est vraiment lié, c'est vraiment avoir comme une histoire clé et claire et oui, avoir une histoire claire parce que la plupart des startups qu'on voit où c'est beaucoup plus problématique, c'est parce que l'histoire, c'est vraiment trop difficile ou trop compliqué. Alors, on parle comme plusieurs marchés, il y a ce marché avec des restaurants, il y a ce marché avec des détaillants ici sur le plateau, etc. Alors, c'est pas clair, c'est quel marché il veut adresser. Alors, soit clair. En plus, il y a toujours trop de produits. J'ai produit pour ça, j'ai comme un logiciel pour un autre marché. Et c'est trop difficile. Et troisièmement, l'équipe, s'ils n'ont pas d'expérience, alors vous n'avez jamais travaillé dans cette technologie, vous n'avez jamais travaillé dans cet financement, vous n'avez aucune expérience de leadership. Alors, ça, le problème, c'est avoir trop de KPI et avoir une histoire trop compliquée. Alors, juste simplifier l'histoire. Keep it simple, c'est toujours bon dans tout, hein, en affaires. C'est ça. Super, merci beaucoup. En terminant, je ferai un petit tour dans le fond de vous deux pour répondre à une question. Quel conseil vous donneriez présentement aux startups qui sont en recherche de financement là, dans le contexte actuel? Peut-être Benoît? Oui, soyez patient, puis découragez-vous pas. Moi, ce que je dirais aussi, la chose importante, c'est que généralement, c'est des nouvelles technologies que vous proposez. Et c'est sûr qu'un contexte de pandémie, c'est rare. Il n'y a pas grand monde qui a vécu ça dans leur vie. Mais dans un contexte de pandémie, je pense que l'adoption des nouvelles technologies, le cycle d'adoption est beaucoup plus court. OK? On n'a qu'à penser au télétravail, à la rapidité à laquelle chacun de nous s'est adapté à la situation. Parce que, bien évidemment, on n'avait comme pas le choix. Okay? Fait que si on regarde un cycle normal d'adoption des technologies, il y a toujours les personnes qui sont vraiment avant leur temps. Après ça, il y a une mouvance. Puis là, à un moment donné, on arrive à un point où est-ce que tout le monde l'adopte et il y a les retardataires. Bien, imaginez-vous que tout est plus ralenti. Donc, pour les startups qui travaillent sur des projets depuis un certain temps et peut-être qui ont présenté leur opportunité dans le temps et qui se sont fait dire non, peut-être qu'une des raisons, c'était que c'était peut-être trop avant-gardiste, entre guillemets. Mais là, je pense que le contexte actuel est propice à ces nouvelles solutions-là. Et je pense qu'il y a beaucoup d'opportunités à dégager de cette situation-là. Même si le contexte est difficile, lâchez pas, soyez patient. Comme Thomas le dit, ayez un discours clair, cohérent, simple. Gardez ça simple au niveau de votre présentation. C'est quoi votre marché? C'est qui votre équipe? Comment votre produit se distingue des autres et en quoi il simplifie la vie de vos clients. C'est quoi le gain réel pour vos clients? Et je vous souhaite à tous bon succès dans vos démarches. Donc, voilà. Voilà ce que je dirais. Merci, Benoît. Et toi, Thomas, qu'est-ce que ça serait ton conseil ou Oui, conseil pour les entrepreneurs? absolument, c'est soyez optimistes. Alors, les plus grandes compagnies technologiques globales ont commencé en 2009, alors dans la dernière crise financière globale. Alors, on parle de Uber, on parle de Airbnb, alors on parle de Lyft, alors il y a plusieurs. Alors, aujourd'hui, c'est le meilleur moment pour créer une startup et d'avoir une startup. Parce que les prochains 5 mois, quand il y a l'économie, c'est beaucoup mieux si on voit que les startups vont agrandir. Alors, aujourd'hui, c'est très facile de trouver talent, par exemple. Et avant, l'année passée, c'était très difficile pour chercher talent. Mais je pense aussi, soyez réalistes. Les fonds sont beaucoup plus conservateurs aujourd'hui et c'est plus difficile de trouver des clients aussi. Alors, dans un sens, soyez optimistes. De l'autre côté, il faut comprendre la situation un peu difficile, mais il faut être juste un peu de courage juste pour continuer. Merci, Thomas. Puis on a Christian qui nous a mis une recommandation aussi dans le chat, donc qui dit il faut avoir un sens de l'urgence, c'est l'exécution qui est importante présentement, donc il faut vraiment focuser là-dessus. Puis dans le fond, si vous ne demandez rien, ben vous n'aurez rien. Alors c'est sûr que de se mettre dans l'action, je pense que c'est ça la recommandation de Christian. Puis il conclut en disant n'oubliez pas que le meilleur financement, ça reste que c'est un client. Donc, il n'y a pas que la course à des investisseurs et à des financements. Il faut aussi focuser sur exécuter notre plan puis être capable d'aller chercher des clients. C'est la meilleure preuve que ce qu'on fait
peut en plus être séduisant pour nos financiers éventuels. Puis je vois que Ange Québec s'est joint à la discussion aussi. Donc, Caroline qui est avec nous, Caroline Pelletier, qui nous dit qu'il travaille sur des deals présentement aussi, puis qu'ils vont présenter des nouvelles opportunités aux anges à la mi-août. Donc, c'est le temps d'aller tester vos pitchs et de s'approcher de Caroline pour voir si votre dossier pourrait être présenté à leurs anges à la mi-août. Je vous remercie infiniment, Benoît, Thomas, Christian. Vraiment désolé qu'on n'ait pas pu réussir à te voir et à t'entendre parce que tu avais beaucoup à dire, mais merci d'avoir pris la balle au bon puis d'avoir donné toute l'information que tu voulais nous donner, ou en tout cas une partie dans le chat. Donc, merci à tous. Ce panel-là va s'arrêter maintenant et comme on a eu, vous en êtes rendu compte, quelques glitches techniques avec celui-ci, on va prendre une pause de 5 minutes avant de commencer le prochain pour qu'on libère cet espace de ce panel-ci puis que les filles soient en mesure là, de bien rassembler les prochains panélistes. Merci à tout le monde. Je vous souhaite une super bonne journée. Puis le prochain panel tout à l'heure, ça sera avec mon collègue Denis Caréguéa, conseiller en financement à Montréal Inc. Denis, hit it. Bonne chance. J'espère que tu auras moins de glitch technique que moi. Merci Thomas, merci Benoît, merci Christian. Bonne fin de journée. Merci à vous. Bye-bye. Ciao. Merci. Bonjour, je suis Denis Caréguéa, conseiller en financement d'entreprise chez Montréal Inc. Nous avons avec nous 3 entrepreneurs, Caroline, Annie et Martin. Bonjour à vous 3. Merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour. Bonjour. Salut. Pouvez-vous vous présenter ainsi que votre entreprise? Caroline? Oui, bonjour. Alors, moi, je suis cofondatrice de l'entreprise Rachel. Donc, on est une entreprise de e-commerce spécialisée dans le legwear. On offre un abonnement personnalisé, unique à chaque femme pour qu'elle se sente belle, en confiance. Donc, des bas collants, des leggings, des chaussettes. Et cet été, on a sorti des jupes, des bijoux. Donc, c'est pas mal ça. Annie? Moi, c'est un peu similaire à Caroline. Je fais aussi une boîte mensuelle ou un abonnement mensuel. Donc, moi, c'est pour les chiens. En fait, c'est pour rendre nos animaux de compagnie, nos enfants heureux. Puis, nous envoyons des boîtes qui contiennent 2 jouets, 2 gâteries, puis des os à travers le Canada. Bonjour, Martin Landry. Je suis président d'Intelligence Industrielle. Intelligence Industrielle, on aide les entreprises manufacturières là, à prendre le virage Industrie 4.0. Donc, on a développé des IoT, c'est des boîtiers qu'on installe sur les machines pour récolter des données en temps réel et ensuite tout le logiciel pour tracer les indicateurs de performance, donc des tableaux de bord en temps réel qu'on met dans les usines. Super. Vous avez en commun d'avoir su bien tirer votre épingle du jeu pendant la crise COVID-19. Nous vous avons demandé de nous partager vos réactions et mesures prises rapidement pour stabiliser vos entreprises au début de la crise et comment vous avez su saisir les opportunités pour pivoter et faire avancer votre entreprise. On finira la séance avec les leçons apprises et quelques conseils. Je vais commencer par toi, Martin. Quelles ont été les premières mesures que tu as prises pour sécuriser la santé de ton équipe? Après tout, cette crise était d'abord une crise de santé. Peux-tu partager avec nous? Oui, effectivement, c'est un peu la priorité. Donc, dès le départ, là, au départ, ça évoluait rapidement. Donc, on a instauré des politiques qu'on révisait un petit peu au jour le jour. Au fur et à mesure, les entreprises, on a dû fermer. Donc, on a eu de la chance, nous, parce qu'on est devenu un service essentiel. Donc, on avait la possibilité de retourner au bureau. Par contre, en revenant au bureau, bien sûr, là, il fallait instaurer des consignes, des sécurités très claires à l'entrée, comme tout le monde. Là. Donc, je pense pas que c'est différent par rapport aux autres. Je pense que le défi principal, c'est fou, là, mais ça a été derrière les bureaux des gens. On est habitué d'aller derrière, regarder à l'écran, puis de garder 2 mètres. Tu peux plus travailler facilement en équipe. Donc, on a mis des marquages au sol, entre autres. C'est devenu des habitudes assez rapidement. Nous autres, on a donné la possibilité, finalement, le choix à chacun de nos employés de faire du télétravail à temps plein
à temps partiel ou pas du tout, vu qu'on avait le droit de revenir au bureau. Fait qu'on en a que depuis le début qui sont en télétravail. On en a qui sont en télétravail, mais de temps en temps, ils passent pour sortir de chez eux. Puis il y en a qui ont des tâches plus qui ont besoin d'être au boulot, parce que là, ben on a des consignes qui sont devenues des habitudes. Aussi, nous autres, on joue beaucoup sur l'heure du dîner à toutes sortes de jeux, là, de spike ball, de pichenottes, de fléchettes, de baby-foot. Là, on pouvait plus jouer. Fait qu'on s'est mis à... Ça, c'est fou, là, mais ça faisait une grosse différence dans notre entreprise de ne pas pouvoir avoir notre récréation sur l'heure du dîner, maintenant. Fait que là, on s'est mis à jouer à des jeux en ligne où on se partageait les écrans. Fait que même si en télétravail, on a été capable de garder un esprit d'équipe avec ça. Fait que je pense qu'on a été bons là-dessus. Caroline, chez vous, c'était quoi? Écoute, si je me replonge un peu dans l'état d'esprit du début, j'ai eu genre différents niveaux d'état d'urgence. Je me souviens qu'au début, j'étais quand même assez chill et puis bon, tout le monde venait au bureau, on en parlait, puis il y a eu ça a eu un genre de crescendo. Est-ce qu'à un moment donné, on en parlait beaucoup trop au travail, puis tu sais, ça prenait de la place. Puis mon investisseur, quand je l'ai eu au téléphone, il était là, Caro, là, tu comprends pas, c'est une crise mondiale qui s'en vient. Mais il était beaucoup à l'avance, en fait, de ce qu'on entendait dans les médias. Moi, j'étais comme, ben non, tu sais, ça va, etc. Puis, mais il m'a quand même alarmé beaucoup plus rapidement que, mettons, l'état d'esprit qui était dans les médias. Puis là, je me suis dit, bon, ben peut-être qu'effectivement, il faut comme que j'agisse pour la sécurité des employés. Donc, ça a été, il y a eu une journée où est-ce que je suis partie à la recherche de savon désinfectant, genre, dans le Myland. Je te jure, j'ai fait à peu près 20 endroits, puis je trouvais aucun comme savon désinfectant. Puis c'est là que ça m'a un peu frappé, que c'était comme, ça allait pas. Puis, en tout cas, d'aller de place en place pour aller chercher les savons désinfectants. Là, j'étais comme, qu'est-ce que je fais en ce moment? Tu sais, ça faisait plus de sens. Finalement, genre, je suis tombée sur le magasin de la Cordée, où est-ce qu'il y en avait encore. Puis j'étais comme, alright, j'en ai pris plein. J'ai ramené ça au bureau. Puis à ce moment-là, ça a été vraiment OK, tout le monde qui peut travailler de la maison, on s'en allait vers c'était un vendredi, tout le monde a pris leur ordi, puis on a dit au cas où qu'on peut pas revenir le lundi, prenez vos ordis. Puis on disait ça un peu à la blague, puis au final, à partir de ce moment-là, puis personne n'est revenu au bureau là, maintenant depuis 3 mois. Et sinon, ben on a continué nos opérations de traitement de commandes, en fait, depuis tout le long, une personne à la fois dans l'entrepôt. Donc, on est à capacité réduite, je dirais, là, depuis avant. En général, notre traitement de commande était de 4 à 5 jours ouvrables, même moins. Et puis, pendant le COVID, on était à du 10-15 jours de traitement de commande, plus le temps de shipping. Donc, c'est un peu ça qui a été comme dans le fond, la sécurité, c'était qu'il y avait juste une personne à la fois qui venait au bureau traiter les commandes, puis tout le monde pouvait travailler de la maison, travaillait de la maison. Puis il y avait des règles sanitaires qu'on respectait, là, évidemment, de se nettoyer les mains, etc. Donc, tout le monde a été en sécurité à travers ces étapes-là. Et toi, Annie, c'était un peu différent. Tu l'as un peu su à l'avance parce que tu as fait des voyages d'affaires, puis tu as su que ça s'en venait, puis tu as commencé à... Oui, un peu. Un peu d'avance, je dirais. En janvier, j'étais en Floride. Et il y avait beaucoup de... J'étais allé l'année passée aussi à un show. C'était un grand show global, je dirais, assez reconnu à Orlando. Et l'année passée, il y avait beaucoup de manufacturiers de la Chine qui sont présentés. Et cette année, en janvier, il y en avait à peu près 300. Il y avait 300 manufacturiers manquants. Et c'est à cause du COVID. Et je me rappelle, c'est là que ça m'a vraiment ouvert l'esprit. Et j'ai commencé à un peu comme... me protéger aussi, même moi-même. Je me rappelle, je serrais les mains des gens, je me lavais les mains tout de suite après aux toilettes. J'utilisais du hand sanitizer tout le temps. Puis ça m'a vraiment, marqué, je dirais. Et c'est là que j'ai essayé, vu que j'étais exposé à cet effet, je pense, c'est là. Et j'ai parlé aussi à des manufacturiers, voir à quel point
ça les a aussi, genre nuit avec leur business global. Parce qu'il y a beaucoup de manufacturiers asiatiques qui vont envoyer des produits à toutes les compagnies que je travaille aux États-Unis ou au Canada. Donc, ça m'a vraiment ouvert les yeux. Et pour nous protéger, je dirais, mon background, pour tout le monde qui sache, je suis ingénieur en bâtiment et on est entraîné à penser pire des cas. Et donc, vraiment, j'ai comme paniqué un peu, je dirais, mais je pense que c'est une bonne chose des fois de vraiment penser au worst case scenario. Puis, ce que j'ai fait, c'est que j'ai parlé avec tous mes manufacturiers pendant que j'étais au show, puis j'ai commandé tous mes produits pour que je puisse continuer ma compagnie. Oublier la phase croissance. Je voulais juste pouvoir produire et envoyer des boîtes à tous mes clients que j'avais actuellement à ce temps-là. Donc, j'ai acheté tous les produits jusqu'au mois de juin, pendant que j'étais au show. Et j'ai fait, en parlant de financement, je sais qu'on parle de financement, de cash flow et tout ça, j'ai fait des termes de paiement. Vu que j'ai acheté beaucoup de thèmes en une journée, je dirais, j'ai fait beaucoup de termes avec eux de paiement pour que ça allège mon cash flow. Donc, en gros, c'est ça. Là, tu enchaînes vraiment à ma prochaine question. C'était une fois sécurisé le personnel, tout le monde, sécuriser l'entreprise parce qu'il faut que l'entreprise puisse se sécuriser, stabiliser, puis pour partir. Parlez-nous, Martin, Caroline, comment vous avez fait? L'affaire de cash flow, la façon dont vous avez géré, imagine, les gros postes de dépenses. Pourriez-vous rapidement? Ouais, ben moi, j'ai l'impression d'avoir eu quand même de la chance à ce niveau-là parce que, après avoir justement regardé les prévisions budgétaires puis d'avoir imaginé le worst case scénario, donc t'as des prévisions mensuelles. Là, t'es comme, OK, si je coupe mes prévisions mensuelles de genre 80%, là, quelque chose de quand même assez catastrophique, puis que je garde tous mes employés, tout mon team parce que c'est absolument ça que je voulais faire. Combien d'argent est-ce que j'aurais besoin? Puis là, évidemment, il y a beaucoup de rouge à partir du mois de juillet ou septembre. J'avais des achats à faire en plus pour ma croissance prévue de l'automne. Et puis, j'arrivais pas à me dire, en fait, c'est la croissance de l'automne qui va permettre en fait de rattraper tout le down du COVID. Et donc, la chance que je crois avoir eue, c'est que j'avais des partenaires financiers, des relations qui étaient excellentes. Donc, Desjardins, ma directrice de compte, m'a appelé le lendemain de l'annonce du gouvernement où est-ce on fermait les entreprises essentielles, puis elle s'assurait que j'étais correcte et puis elle était prête à augmenter ma marge de crédit. Donc, tout ça m'a soulagée de voir. Puis après ça, j'avais mon prêt qui était en cours de validation avec la BDC. Puis mon conseiller financier, mon directeur de compte à la BDC avait fait avancer mon dossier pour être sûr que je sois pas, dans le fond, pénalisée parce que il voyait ça venir. Il voyait venir que on allait bloquer à un certain point les demandes de prêt. Donc, ça a été vraiment pour moi beaucoup d'appels et de relations avec les prêteurs. Dans le fond, PME Montréal aussi ont été extrêmement proactifs et compréhensifs, je dirais, à travers la situation. Et puis, même s'il y avait beaucoup d'incertitudes sur le fait que les ventes allaient probablement baisser, c'était plutôt par rapport à démontrer la résilience, puis au final, avoir confiance que l'entrepreneur allait trouver des solutions pour faire fonctionner et passer à travers la crise, et puis qu'au bout d'un moment, ça va revenir, puis ça va revenir positif. Donc, oui, faut prévoir qu'il va y avoir une baisse, mais il faut convaincre aussi tes partenaires financiers que tu es un entrepreneur, tu es un leader, tu as une équipe, puis peu importe, tu vas trouver des solutions, tu sais, au final. Fait que... Là, tu es déjà en conseil, et puis c'est vraiment un bon conseil d'avoir de bonnes relations avec son directeur de compte. Ah, évidemment. Martin? Oui, vous m'entendez toujours, hein? Oui.
Oui, OK, parfait. Donc, de notre côté, on a pris des décisions difficiles dès le départ, en fait, parce que quand les entreprises manufacturières ont fermé, ben nous, les ventes, c'était un petit peu des coups d'épée dans l'eau parce que de vouloir vendre à des entreprises qui sont fermées puis en difficulté financière, ça marchait pas. Donc, rapidement, nous aussi, les entreprises, si nos clients sont en hibernation, ben il faut se mettre en hibernation, nous autres aussi. Sinon, on va être fatigué après l'hiver. C'est un petit peu ça, je me disais. Donc, on a licencié, nous, temporairement, 75% de nos personnes. C'était probablement une des décisions les plus... juste à y repenser encore, c'était vraiment pas le fun. On a gardé vraiment l'essentiel. Je me suis enlevé en premier. Puis, on a gardé vraiment l'essentiel pour être capable de rouler les projets qu'on avait encore et pour essayer de relancer notre entreprise à saisir des opportunités. Finalement, puis là, je vais pas expliquer l'histoire un peu plus tard, mais finalement, on a saisi des opportunités, fait que ça n'a pas duré trop longtemps. On a pu réengager tout le monde 2 semaines plus tard. On a même pu accueillir nos stagiaires universitaires qui arrivaient à partir du mois de mai. Fait que ça a été positif. Ça a été le fun aussi de voir l'engagement des employés parce que quand on s'est mis à avoir des succès avec nos nouveaux produits, même si on n'avait pas encore la décision de rapatrier tout le monde, la plupart des gens se sont mis à travailler de façon bénévole pour participer finalement à cet effort-là pour lancer l'entreprise. Fait que c'était vraiment, ça c'était génial. Côté financier, nous autres, on a un mentor qui nous a conseillé de sécuriser 1 an de payroll sans revenu. Donc c'est assez ambitieux, là. C'est de dire, OK, si tu as 0 revenu pendant 1 an, sécurise 1 an en ce moment, parce que là, les banques vont vouloir te prêter, mais ils ne voudront plus dans pas long. Ils disent, j'ai vécu 2008. Fait que moi, je me suis mis à appeler les banques, etc. Let's go, je veux des prêts. Je veux profiter des subventions, bien sûr, il faut qu'on aille profiter là, de chacune d'elles qui existent. Mais côté financier, ça a été difficile. Il a fallu que j'appelle chacun de mes conseillers 1 fois par jour jusqu'à temps. Puis il me disait oui, non, c'est bon, on va te le prêter, on va te le faire le projet. Je disais OK, mais je l'ai toujours pas dans le compte en banque. Là. Puis il a fallu que je pousse. Puis un moment donné, ça a comme tout débloqué en même temps. Fait que on n'a jamais eu autant de cash flow depuis le début de l'entreprise. Pour être honnête, là, il a fallu que je refuse des montants immenses parce que avec les subventions finalement qui sont arrivées de 75%, le PME Montréal, puis là, Desjardins, notre partenaire financier, a été vraiment génial aussi. La BDC nous a aidés. On a été capable d'aller chercher vraiment, j'ai pas mal plus qu'1 an là, finalement en potentiel et fait que ça nous permet là, d'avoir les revenus nécessaires dans un scénario catastrophique. Mais comme disait Benoît juste dans le panneau d'avant, le mieux, c'est des revenus clients. Fait que c'est là-dessus qu'on a travaillé fort. Mais as-tu encore le souffle pour nous parler maintenant du pivot? Ouais. Comme ça, on va faire le tour après. J'ai toujours du souffle, Denis. Ouais, donc en fait, nous autres, ce qui s'est passé, c'est, comme je disais, on a coupé rapidement du monde. Moi, j'avais engagé un nouveau responsable des ventes chez nous 2 jours avant l'apocalypse à peu près. Là. Où sur le coup, je me suis dit, oh boy, qu'est-ce que je viens de faire là? Mais ça nous a permis, en gros, qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on a fait un brainstorm un peu de se dire, OK, on peut plus vendre notre produit habituel dans les usines. On va brainstormer finalement une liste d'idées, là, puis genre, mettons-nous pas de limite, là, une liste d'idées de projets qu'on pourrait faire. Là, on a sorti 50 à peu près. À chaque soir, on se réunissait, puis on en rentrait 10 chacun, 5 chacun, puis on a cumulé 50 comme ça, puis il y en avait au moins 45 qui étaient vraiment pas bons. Vraiment pas bon. Puis il y en avait 4 à peu près qui étaient pas viables pendant tout. Qui étaient bons, mais pas viables. Puis il y en avait une de très, très bonne, par contre, là-dedans. Fait qu'on a poussé fort sur celle-ci. Fait grosso modo, on a adapté, nous, notre logiciel très rapidement. En fait, là, en une demi-journée, un prototype. On a adapté notre logiciel pour venir en aide au commerce qui restait ouvert pendant cette période de confinement-là. Fait que d'aller diffuser les mesures de distanciation sociale à l'entrée des commerces. Donc, nous, on est habitués de collecter des données et les afficher, des données critiques aux opérations des usines. Mais là, on est allé chercher des données du comptage de personnes qui rentrent dans des pharmacies, des quincailleries, des épiceries, etc. Donc, c'est vraiment une télévision qu'on met à l'entrée.
puis ça supporte le gardien de sécurité pour compter les gens, puis diffuser les mesures de distanciation sociale. Ça a super bien fonctionné. On a fait un pilote, là, en fait, dans un Jean Coutu. On a fait un communiqué de presse, on a passé dans les journaux. Fait qu'après, on a fait des pharmacies, des Brunets, on a fait des quincailleries Rona. Ensuite de ça, on a fait des épiceries, mais l'épicerie a dit « Ouais, c'est cool pour le fil d'attente à l'avant du magasin, mais moi, c'est la file d'attente aux caisses qui est problématique parce que là, maintenant, je dois en faire une seule. Puis là, les caissières doivent crier « Ah, monsieur, monsieur », tout ça. Donc, on a adapté rapidement. On a fait des boutons Wi-Fi à chacune des caissières. On a mis une télévision au bout de la file. Puis chaque caissière pèse un bouton, puis ça dit « Dirigez-vous à la caisse numéro 2 ». Fait qu'on a fait un premier métro, puis après ça donnait un premier Provigo, ça donnait des métros, le président d'Adonis, etc. Puis là, ça, tu vois, en ce moment, on en vend là, toutes les semaines, tous les jours, on en rencontre. Fait que ça a été le fun. C'est allé plus loin que ça, ça a bouclé la boucle, parce que Aéro Montréal, on dit « Hey, les usines commencent à rouvrir. » On aimerait ça faire ça aussi dans les usines, finalement. Fait que nous, il a fallu qu'on aille dans des commerces pour se rendre compte que hey, c'est peut-être intéressant dans notre marché de base. Fait qu'on a fait un partenariat avec Aéro Montréal pour même avoir du financement pour les entreprises qui veulent, qui réouvrent et qui veulent finalement diffuser les nouvelles consignes de sécurité. Fait que je suis vraiment fier de ce qu'on a réalisé. Là. Moi, je voulais qu'on puisse compter l'histoire. Je voulais qu'on puisse compter l'histoire, là. Qu'on a été fondé en 2017, l'histoire habituelle, on raconte toujours l'histoire d'entreprise. Puis là, de dire, bon, ben, vous savez, 2020, il y a eu la grande crise, mais nous, ça nous a permis cette histoire-là que j'ai demandé à mon équipe de compléter. Je pense réellement qu'on a réussi à la compléter, puis ça propulse notre entreprise en ce moment. Oui, bravo Martin. Où est-ce que tu veux les installer dans d'autres... Y a-t-il des places où tu veux installer ton pivot? D'autres places? C'est pas un pivot, hein? Attention, ce n'est pas un pivot. Mais ouais, faut pas penser qu'on fait plus notre mission de base. Notre mission, c'est d'aider les manufacturiers à optimiser leurs activités de production. Là, on s'est rendu compte qu'en adaptant notre produit rapidement, on n'avait pas juste un produit. Finalement, on avait une équipe, nous autres, avec des capacités de communication, de commercialisation, de vente, de financement, etc. On s'est rendu compte qu'il y avait des marchés, effectivement, plus parallèles qui étaient intéressants. Donc là, on s'est mis les commerces, on est sur des projets pour des musées, on est sur des projets pour les parcs aquatiques, les zoos, etc. Tout encore, c'est toute notre même technologie, mais qu'on se rend compte que crime l'IoT dans le milieu commercial, c'est intéressant aussi, pas juste dans le milieu manufacturier. Ouais. Qu'est-ce qu'on va garder ce segment-là? On va voir. T'as comme réalisé que tu avais comme plusieurs acheteurs. Comme t'avais comme c'est pas. Dans le temps, tu avais une vision, puis là, tu réalises que tu as plusieurs personnes en parallèle que tu peux vendre ton produit. Oui, c'est ça. Puis c'est un peu, tu sais, ce qu'il disait dans le panneau d'avant, les cycles, sont réduits. Donc, on n'aurait jamais pu convaincre une épicerie d'installer des boutons pour ses caisses dans un temps normal. Ça fait 30 ans que je vois de même, ça marche pas bien. Mais là, il y a comme un problème à régler. Le temps file aussi. Oui, excusez-moi. Annie, pour moi, quelle question? Mais toi, tu mon histoire. Je connais ton histoire, tu es en croissance, donc il y a des choses que tu as dû faire pour vraiment être en croissance. Oui, OK. Ben, en fait, comme je l'ai dit, on s'est protégé au début parce que j'avais peur. Tout le monde a peur, il faut protéger tes clients. On avait, je peux vous dire rapidement, on avait 5000 clients mensuels avant que le COVID arrive. Et on s'est préparé pour avoir un peu de forecast. Comme Caroline disait, c'est dur de forecast et de prévoir le futur quand il y a une pandémie. Et c'est pas ton futur. Donc, nous, on a commandé pour 6 mois. Puis j'ai mis peut-être une croissance beaucoup plus faible qu'à la normale. En se protégeant, j'étais prêt, je dirais, pour garder mes clients et ensuite passer à la phase 2, qui était de pouvoir grandir, peut-être prendre avantage des gens d'être à la maison devant leurs ordis, parce que nous, c'est une compagnie e-commerce, donc c'est là que j'en s'est mis dans la phase 2, où ce que j'ai réalisé que toutes les compagnies, la plupart des compagnies, ont arrêté leur budget marketing. Et donc, il y a eu une opportunité pour nous d'acquérir des clients pour moins cher. Donc, c'était comme s'il y avait un rabais sur Facebook, sur Instagram, sur Google, sur toutes les plateformes en ligne. Et donc, on a doublé, triplé notre budget marketing, en fait. Et on a réussi à, en 2 mois, doubler notre compagnie. Donc, on est passé de 5 000 clients à 10 000 clients en ce moment.
Donc, c'est vraiment malade, tu sais, parce que comme vous deux, tu sais, on était sûrs qu'on était, tu sais, comme, tu sais, tu penses au pire des cas, tu sais, comme, est-ce que je vais avoir 2000 clients peut-être, tu sais, dans 2-3 mois? Est-ce que je vais pouvoir stabiliser, c'est où comme Caroline disait, c'est où que va venir ma perte pour garder nos clients et comme payer nos employés? Et j'ai été très, 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 très chanceux d'une certaine façon, tu sais, parce que c'est quelque chose qu'on n'aurait jamais pu. C'est comme si c'était le Black Friday ou les temps des fêtes, mais en mars, avril, mai, tu sais, pour nous. Donc, c'était vraiment quelque chose. Tu sais, en ce moment, ça s'est calmé. C'est sûr que l'effet COVID, je pense, est un peu terminé, tu sais, d'une certaine manière, tu sais. Ouais, Caroline. Ah non, j'ai une question par rapport à, tu sais, tu dis que tu as doublé, triplé ton budget marketing. C'est super intéressant parce que, tu sais, aurais pu le faire dans un autre temps puis ça aurait pu donner les mêmes résultats. Mais là, tu l'as fait parce que tu as dit il y a une opportunité. Ouais. Ma première question, c'est qu'est-ce qui a fait que tu as pensé qu'il y avait cette possibilité-là de doubler, tripler ton budget marketing? Puis, à quel point tu l'as fait rapidement? Je l'ai fait, je dirais, tu sais, quand je dirais que les commerces ont arrêté de fermer, je dirais, en fin mars à Montréal. Tu veux dire qu'ils ont fermé quand ils ont fermé? Ouais, c'est quand, tu te rappelles-tu? Je me rappelle même pas. C'est mi-mars. Mi-mars, OK. Mais c'est ça. Donc, c'est là, à peu près, que j'ai commencé à mi-mars de vraiment pousser mon marketing. Double down. Ouais. Parce que j'ai aussi d'autres amis dans différentes industries, tu sais, on parle de énormes, des compagnies énormes. Et l'affaire, ce que je faisais, c'est aussi, je parlais avec mes manufacturiers. Mes manufacturiers, des fois, ils travaillent avec Pet Value, PetSmart, dans le domaine du chien. Ou j'ai des amis qui travaillent chez des compagnies de gaming. Tu sais, donc, pour moi, je me suis dit, ben, les gens vont être à la maison. Les gens veulent acheter à leur... Si vous avez des enfants, vous allez acheter un PS4. Tu veux plus qu'ils jouent au soccer ou au hockey dehors. Tu veux qu'ils restent à l'intérieur jouer aux jeux de vidéo. Tu veux qu'ils lisent. Tu veux qu'ils jouent, ils font des puzzles. Tu sais. Donc, je me suis dit, OK, les gens vont acheter de la nourriture chez eux, s'abonner à... Ouais. On va directement avec Caroline pour voir comment il s'est pris parce que le temps, c'est vraiment malheureusement le temps qui... Caroline, si tu veux, on peut se parler après. Ouais. Ça va être un appel intéressant. Ouais. Écoute, moi, j'ai de la chance d'avoir un associé qui me complémente beaucoup. Donc, tant moi, j'étais en mode... je m'occupais d'assurer qu'on ait assez de financement pour passer à travers la crise. Mélanie, elle, pendant ce temps-là, elle a travaillé sur un projet hyper créatif et innovant où est-ce que c'était un projet ensemble. Puis, on a reach out à plein de magasins dans le Myland qui ont dû fermer à cause du COVID parce que, eux, ils n'ont pas de machines e-commerce qui fonctionnent. C'est pas quelque chose qu'ils connaissent. Ils n'ont pas des budgets Facebook qui sont déjà, qui dépensent et puis qui acquièrent des clients de cette façon-là. Donc, en gros, ça, c'est autant que ça n'a pas donné tant de résultats financiers pour nous, puis ça a donné beaucoup de travail logistique. Je trouve qu'en termes de team spirit, ça a tellement motivé l'équipe de s'occuper l'esprit à quelque chose de plus d'aider, d'être dans un mindset de solidarité. Et en fait, ça a lifté toutes les autres activités de l'entreprise qu'on faisait. Puis en plus, il y avait le feedback positif qu'on recevait des autres commerces avec qui on a travaillé. Donc, il y avait, dans le fond, c'était d'instaurer un peu une stratégie de dropshipping où est-ce que nous, on vendait leurs produits sur notre site. Et puis, on capitalisait, dans le fond, sur notre communauté pour faire connaître leur brand en ligne. Et du même coup, on les aidait à avoir cette possibilité-là de new channel, dans le fond, pour eux de vendre en ligne. Puis, je trouve que ce qui est ressorti de ça, c'est qu'il y a beaucoup d'entreprises de commerce de détail qui se sont rendus compte qu'ils pouvaient faire de l'argent en ligne. Puis ça les a accélérés, dans le fond, dans cette voie-là. Donc, pour moi, ça a été quand même très positif, là, de faire en sorte que les gens n'ont pas eu le courage, tu sais, de se dire, OK, on va en ligne.
Alors qu'avant, ben, ils étaient peut-être plus dans leur zone de confort de continuer à faire ce qu'ils faisaient. Donc, ça a été le point positif et innovant, je dirais, pour nous de s'associer à d'autres commerces de détail dans le Myland, dans le plateau. Puis ouais, ça a été vraiment le team spirit, puis l'optimisme que ça a emmené, en fait, qui était les valeurs d'équipe, puis j'entends aussi que est-ce que j'entends aussi qu'il y a un peu de chance là-dessus dans les histoires de succès? Peut-on passer directement au conseil rapidement parce qu'on reste comme... Prenez 30 secondes chacun pour nous parler des conseils ou des leçons apprises. Ouais, ben, moi, je pense pas que... C'est comme un gardien de but au hockey, là. Il est chanceux, là? Non. Je pense qu'il y a des entreprises... Moi, je pense qu'il y a des entreprises qui avaient peut-être de la chance d'être dans des domaines qui ont été propulsés. C'est ceux qui fabriquent des masques, là, ou des lits d'hôpitaux, des choses comme ça. Mais je pense que dans la plupart de nos situations ici, c'était pas gagné d'avance. Si on aurait pu se mettre en boule dans un coin puis attendre que ça passe, ou fermer les lumières du bureau puis attendre que ça passe. Mais je pense pas que c'est juste de la chance. Je pense qu'il y a une partie de chance. Moi, le conseil, ben moi, vous l'avez sûrement entendu plein de fois, mais j'aime bien la citation de Winston Churchill qui dit « Never let a good crisis go to waste ». Non, mais c'est vrai, moi, ça m'a extrêmement motivé. Never let a good crisis go to waste. Donc, on peut s'en servir. Au début, je me sentais mal un peu avec ça. C'est de dire, on veut-tu comme profiter du malheur des gens, mais c'est pas ça. En fait, le but, c'est de réussir à passer au travers, puis bon, si ça propulse l'entreprise, c'est une chance, mais créer tes propres opportunités. Caroline? Moi, je dirais la panique, de pas laisser la panique s'en prendre pendant trop longtemps, mais d'utiliser le moment de panique pour passer à l'action à court terme. Après ça, de prendre du recul, puis de faire OK, tu sais, de prendre comme l'hélicoptère, puis de regarder la situation plus dans son ensemble, parce que quand t'es dans le mode panique, t'es pas rationnel, puis tu prends des décisions genre qui sont pas stratégiques, qui sont pas intelligentes. Donc c'est ça. Pour moi, il y a eu le moment de panique qui m'a poussé à l'action, puis qui a été en mode OK, survie. Mais après ça, c'est de sortir de ça, puis d'être beaucoup plus stratégique. Puis c'est là que tu peux saisir les opportunités. Au final, c'est quand que tu te sors de ton état de genre pas que ça va mal aller, puis on va tous mourir, puis on se met en boule. Ouais. Annie? Ben, moi, je suis d'accord avec tous les deux. À la fin de la journée, tu sais, comme, c'est pas de la chance parce qu'on s'est amené toute notre compagnie où ce qu'on est aujourd'hui. On a été préventif, mais à la fois, tu sais, comme visionnaire pendant cette pandémie. Donc, si la pandémie serait arrivée peut-être il y a un an, peut-être on n'aurait pas pu, comment je dis ça, on n'aurait pas peut-être pu prendre avantage, tu sais, de ce phénomène, peut-être. Tu sais, Martin, je sais pas, Martin, si tu es d'accord avec moi, Caroline aussi. Mais, et c'est pas, peut-être le mot avantage, c'est pas le bon mot, parce qu'on n'a pas, on n'est pas des compagnies qui faisaient, genre, je sais pas moi, de l'alcool, puis tout d'un coup, on a fait des masques, du hand sanitizer pour, peut-être, des fois, ça peut bénéficier le gouvernement pour aider le gouvernement, mais on a continué à faire ce que nous, on faisait du départ, tu sais. On n'a pas, donc, on a juste poussé. Et pour moi, tu sais, honnêtement, j'étais sur Facebook pendant toute la pandémie et les gens étaient tellement heureux de pouvoir recevoir leurs items chez eux pour leurs chiens et ne pas aller aux épiceries, aux magasins pour chiens. Tu sais, donc, c'est à ce point-là que j'étais comme shit. Tu sais, comme on est vraiment essentiel. Tu sais, c'est dur à croire. Tu sais, personne croyait, tu sais, qu'on allait exploser ou qu'on allait même maintenir. Tu sais, donc c'était quelque chose d'assez merveilleux. Pour votre témoignage. Merci beaucoup. Merci, Denis. Merci à Montréal. Bonne continuation. Et puis, on va passer on va faire une minute, le temps d'installer les autres panélistes. Donc, à bientôt. Et puis, désolé pour le glitch du début. Il n'y a pas de trouble, c'était drôle. Bon matin tout le monde. Donc, le prochain segment, c'est un panel sur l'investissement
Startup en temps de crise et perspectives pour l'avenir. Je suis Patrick Gagné, votre animateur ce matin. Et j'ai avec moi Raphaël Christian Roy, donc de Front Row Ventures. Salut Raphaël. Salut. J'ai David Dufresne de Panache. Bon matin David. Salut tout le monde. Et j'ai Jean-François Parizeau de Amplitude Ventures. Bon matin Jean-François. Bon matin. Donc on va parler aujourd'hui de votre point de vue d'investisseur dans ce temps de crise, ce temps houleux. Les opportunités que vous voyez dans l'avenir. Donc, on va commencer par vous présenter, peut-être faire un petit tour de table. Veux-tu commencer, Raphaël? Oui, bien sûr. Merci premièrement merci de nous avoir et d'organiser ça ce matin. C'est très bien. En temps de COVID, j'aime bien la nouvelle plateforme d'ailleurs, c'est la première fois que je l'utilise. Comme disait Patrick, je m'appelle Raphaël, je travaille sur l'équipe Early Stage chez Real Ventures. Real Ventures, on est un des fonds les plus actifs au Canada. On se spécialise du pre-seed jusqu'à comme late seed. Et moi, je suis en charge chez Real Ventures d'un fonds qui s'appelle Front Row Ventures, qui est focusé sur investir dans toutes les startups qui sortent des universités à travers le Québec et l'Ontario. On a une présence sur plus de 21 campus universitaires à travers ces deux provinces-là. Et on investit vraiment, on se spécialise vraiment en technologie, comme je disais, de start-up que les fondateurs ils sortent des campus universitaires, des labos, des PhD et compagnie. Ça fait plaisir d'être ici ce matin. Super, merci d'être là. David? David Dufresne, je suis associé chez Panache Ventures. Panache, on est un fonds pan-canadien, donc on a une petite équipe à Montréal, on a une petite équipe à Toronto, puis une équipe à Calgary aussi. On est l'autre fonds le plus actif en pré-démarrage, démarrage. On est généraliste, donc on investit surtout en logiciel, mais on investit beaucoup en fintech, on investit en PropTech, le real estate tech, on investit un peu en santé digitale, là, certaines choses qui vont rejoindre un peu ce que Jean-François fait. Puis c'est ça, on a un portefeuille déjà qui a 68 compagnies dans lesquelles on a investi dans les 2 dernières années. Donc, beaucoup d'impact très variable avec ce qui se passe présentement. J'imagine que c'est de ça qu'on va parler ce matin. Absolument. Jean-François? Oui, Patrick, merci de l'invitation. Jean-François Parizeau, associé fondateur d'Amplitude Ventures. Amplitude, c'est un fonds en médecine de précision. Donc, on investit dans la simple expression, dans les nouvelles technologies, nouveaux médicaments qui vont cibler le bon patient au bon moment. Alors, vraiment des nouvelles technologies, que ce soit des anticorps, des appareils connectés, des nouvelles modalités d'imagerie médicale. Donc, vraiment, investir dans l'innovation en santé. On est un nouveau venu dans le secteur, donc on a lancé nos opérations en 2019 avec le lancement d'un fonds de 200 millions. Et on investit en fait à tous les stades de développement. On part des compagnies, donc des technologies qu'on va identifier jusqu'à la phase de croissance pour avoir une approche là, qui est diversifiée dans le portefeuille. On a 3 bureaux, Montréal, Toronto et Vancouver. Donc, on est vraiment pan-canadien, nous aussi. Mais on investit partout en Amérique du Nord. Donc, dans ce secteur-là. Très cool. Ben, merci. On va commencer avec la première question. C'est quoi l'impact de la crise sanitaire sur vos activités, vos investissements? Votre pipeline d'investissement. Donc, commencez par toi, Raphaël. Oui. En fait, c'est très intéressant ce qui se passe. Puis je pense que je mettrais un petit bémol à cette réponse qui, ça va être intéressant de voir avec JF et avec David, mais ça change beaucoup dépendant le fonds et dépendant le stage dans lequel tu investis. Donc, dans notre cas, nous, comme je mentionnais plus tôt, on est probablement les investisseurs les plus early stage, les plus pré-démarrage qui existent au Canada. On se spécialise vraiment dans les universités là où toute l'innovation, comme vous savez, est très présente. L'innovation est très présente. Il y a énormément de nouvelles technologies qui sortent des laboratoires. Donc, ce qu'on voit en ce moment, en fait, avec un marché post-COVID, c'est qu'il y a certaines compagnies qui vont tirer de la patte,
mais au stade où nous, on investit, en fait, il y a beaucoup d'innovation qui est en train d'émerger. Puis c'est vraiment des mois très excitants, puis des années, en fait, des mois, années qui s'en viennent devant nous, qui sont très, très excitants parce que les plus grosses compagnies qui vont pas nécessairement survivre à une crise comme celle qu'on vit présentement vont laisser place à des nouvelles jeunes pousses. Puis c'est ce qu'on voit beaucoup. Il y a énormément d'innovation. Donc, pour répondre à ta question, de notre côté, l'innovation n'a pas cédé. C'est plus l'inverse, en fait. On voit de plus en plus des nouvelles technologies parce que le monde change. Avec COVID, on l'a vu, la société a changé. Les problématiques que la société vit vont changer. Donc, il y a certaines problématiques qui sont amplifiées, il y en a d'autres qui sont diminuées, puis il y en a des nouvelles qui apparaissent. Donc, c'est sûr et certain que nous, de notre côté, à la base de l'innovation, on voit énormément de nouvelles startups qui émergent, qui viennent régler ces nouvelles problématiques-là ou qui viennent sauter sur une problématique qui a été amplifiée dans la crise. Donc, c'est très excitant en ce moment ce qu'on voit. De notre côté, pour répondre à l'autre partie de ta question qui est par rapport à nous, comment est-ce que ça a changé notre impact en tant qu'investisseur? Évidemment, ça change de chaque fonds parce que ça dépend, ça dépend des secteurs. C'est ça, ça dépend des secteurs, mais ça dépend aussi d'à quel stade, en tant qu'investisseur, nous, on était rendu à investir notre argent de notre fonds, puis comment est-ce qu'on déploie l'argent qu'on a dans notre fonds d'investissement. Mais dans notre cas, on est à un point où ça n'a pas... C'est sûr que les premières semaines du COVID, là, on se mentira pas, là, tout était un peu sur pause. Nous, on s'est beaucoup refocusé sur notre compagnie de portfolio, travailler avec eux. Mais là, on voit vraiment l'écosystème est en train de se réouvrir. Puis, plus que jamais, l'innovation est là. Donc, nous, on continue à investir. Puis on n'a pas arrêté d'investir. On a continué à investir relativement au même pace. C'est sûr et certain que les critères d'investissement ont un peu évolué. Dans notre cas, ils n'ont pas changé drastiquement. Ils ont juste un peu évolué du fait que la société a évolué énormément dans le COVID. Toi, de ton côté, David? Ben, disons, je peux peut-être parler l'impact sur le portefeuille. Nous autres, comme je disais tantôt, on a un portefeuille assez grand. Fait que les premières semaines, puis quand on fait un investissement dans un startup, puis si vous vous rappelez, ça fait 2 ans qu'on a commencé à faire des investissements. Normalement, la ronde qu'on va faire va donner des liquidités à l'entreprise on cible toujours à peu près 18 mois. Puis pendant ce 18 mois-là, le développement va se continuer, il va y avoir une accélération des efforts commerciaux, puis on se dit dans 18 mois, on va avoir atteint certains jalons. Et là, on va penser à faire une plus grosse ronde qui normalement va être la série A. Fait que la première chose qu'on a fait, ça a été de regarder l'impact à court terme de la COVID-19 puis du confinement, et ce qui vient avec, là, les bureaux fermés, les écoles fermées, les aéroports fermés. C'est sûr qu'il y a des secteurs que ça affecte plus. Donc, on a regardé les compagnies, on a fait le triage un peu du portfolio à voir les compagnies qui avaient seulement, mettons, 6 mois et moins de liquidité, qui sont définitivement plus à risque. Fait que ça, c'est une petite partie du portefeuille. Ensuite, on regarde plus, au-delà de la COVID-19, on regarde plus la récession dans laquelle on est déjà, puis l'impact économique. Puis c'est ça qui est difficile à prévoir. Est-ce qu'on va être dans une récession qui va être de courte durée, puis le recovery là, va venir assez vite? Si c'est le cas, je pense que ça va bien aller pour tout le monde, mais il y a des risques que ce soit une récession qui soit plus longue, que ça prenne plus de temps. Puis c'est là que les 18 mois de liquidité deviennent rapidement 12 mois, puis deviennent 9 mois. Puis si dans 12 mois, on est encore en récession, là, il y a un impact beaucoup plus profond sur toute la chaîne de valeur. Autant les compagnies où les cycles de vente vont être plus longs, ça va être plus difficile de faire des ventes. Les investisseurs vont peut-être avoir plus de difficultés à faire leur propre fundraising. Fait que donc, c'est ça. Fait qu'au final, on essaie d'être assez prudent. On donne des conseils fortement à nos entrepreneurs d'étendre. S'ils étaient rendus à 12 mois de liquidité, est-ce que vous êtes capable de travailler, faire en sorte, en allant chercher toute l'aide non dilutive, peut-être en faisant certaines économies au niveau des dépenses, mais de ramener votre runway à un bon 18 mois parce que c'est difficile à prédire ce qui arrive. Et dans plusieurs secteurs, c'est aussi de comprendre que quand tu regardes ton pipeline de vente, un peu comme on a fait nous avec notre portefeuille, il faut faire un triage des opportunités. Si on a des clients qui sont dans des secteurs qui sont plus affectés, on peut prédire que ça va être plus compliqué de faire des ventes. On peut prédire que la personne à qui vous parlez, qui vous essayez de vendre votre technologie, il y a 3 mois, sa job, c'était d'innover. Puis là, maintenant, puis peut-être pour les 6, 9, 12 prochains mois, sa job, ça va être de sauver, ça va être d'économiser, puis de sauver des coûts.
Fait que pensez à comment ça change la relation puis le processus de vente. Fait que ça, c'est un exemple, là, mais c'est ça. Fait qu'à court terme, l'impact est pas si fort sur notre portefeuille parce que, à l'inverse, comme Raph disait, ça ouvre des nouvelles opportunités pour plusieurs des compagnies, mais c'est plus le moyen long terme qui nous inquiète puis où on essaie de suivre les nouvelles puis de prédire comment ça va se passer. Oui, puis c'est très, très dur de prédire actuellement. Tu sais, tu regardes ce qui se passe sur le Nasdaq, puis le S&P qui est en montée, tu te dis, OK, je sais pas ce qu'ils ont fumé, mais il y a peut-être il y a un enthousiasme un peu débridé à l'heure actuelle, puis c'est un peu prématuré. Tu sais. Ben, tu sais, ça fait 12 ans qu'on n'a pas eu de crise. Hein, fait qu'il y a beaucoup de gens qui sont, tu sais, mettons un Raph qui est quelques années plus jeune que moi, n'a jamais vécu ça. Fait qu'il y a plusieurs joueurs dans l'économie qui ont juste connu un marché haussier, tu sais, juste un bull market. Fait qu'il y a peut-être un peu de ça. Puis en même temps aussi, c'est une récession. C'est la première fois qu'il y a une récession aussi forte, mais qui a été créée par l'homme, tu sais, qui a été décidée pour des raisons de santé publique et non des raisons économiques. Tu sais, c'est pas une crise du pétrole. Ou non, c'est ça. Les fondamentaux de l'économie étaient là avant la crise, puis ils sont en partie maintenant, mais tu sais, l'économie américaine est largement basée sur la consommation individuelle, puis quand tu as des millions de personnes sans emploi, c'est sûr que ça va avoir un impact tôt ou tard. Tu sais. Puis là, il y a plein de programmes en place actuellement qui aident au Canada, autant les entreprises que les individus, mais en septembre, ces programmes-là vont commencer à s'effacer. C'est, à mon avis, à l'automne, on va voir peut-être plus les impacts, comme tu disais, c'est plus à moyen terme qu'on va voir comment ça va se passer. Fait que j'abonde dans ton sens. Jean-François, veux-tu peut-être nous... toi, t'es dans un secteur précis par rapport à Raphaël et David, c'est différent. Tu es vraiment dans le secteur qui a le vent dans les voiles. Peut-être nous parler de l'impact positif de la crise sur ton secteur à toi. Ben oui, en fait, on n'a vraiment pas vu de ralentissement. C'est sûr que dans les 2 premières semaines, je pense que tout le monde se demandait qu'est-ce qu'il fallait faire. Là. À la réponse de David, moi, c'est mon 4e cycle, là, mais la plupart du monde, c'est leur premier ou leur 2e. Là. Personne n'avait jamais vécu ce genre de situation-là. Alors, donc, comme tout le monde, là, on était occupés à rassurer tout le monde, nos propres employés, puis s'assurer que les sociétés en portefeuille allaient bien. Mais nous, on n'a vraiment pas vu aucun ralentissement, là, bien au contraire. Nous, notre défi, ça a été vraiment dans le fond, d'enlever le bruit de fond par rapport à la COVID. Je peux vous dire très, très directement que pour nous, on voit pas ça comme une opportunité d'affaires. Donc, on regarde juste pas ce genre d'opportunité-là dans notre bien que bon, c'est dramatique qu'est-ce qui se passe là, mais dans notre sens, c'est quelque chose qui va se terminer relativement rapidement. Nos cycles d'investissement, comme tous les VC, c'est de 5 à 7 ans. Alors, on aime mieux continuer à investir là, selon notre stratégie d'investissement. Bon, puis la réalité, c'est que le monde continue, dans mon domaine, continue à mourir du cancer, à être très malade de maladies cardiovasculaires. Alors, pour nous, ça n'a pas arrêté. L'autre chose qu'on voit aussi, c'est que les laboratoires de recherche en santé particulièrement, c'est comme un service, c'est un service essentiel. Alors, les laboratoires n'ont pas réellement fermé. On a dû réorganiser le travail évidemment, pour respecter la distanciation sociale. On a tous changé sur Zoom comme tout le monde, mais réellement avec très, très peu d'impact. Au contraire, là, j'ai même certaines compagnies qui me disaient qu'ils avaient gagné en productivité. Alors, ce qui est intéressant. Puis le marché, ben vous l'avez vu là, tu parlais du Nasdaq et du S&P. Nous, le sous-secteur en santé, en fait, a surperformé tous ces secteurs-là. Il y a beaucoup de liquidité dans le marché. Il y a 4 compagnies au Canada qui dans mon secteur, dont une à Montréal, dans laquelle on est impliqué, qui a donc déposé un prospectus pour aller public. Donc, il y a énormément d'argent dans le secteur. Pour les compagnies, évidemment, qui sont plus en phase de croissance. Mais les compagnies en démarrage, pour les raisons que j'ai dit aussi, il n'y a pas réellement là, eu d'impact au niveau
au niveau du capital là, disponible. Il y a différents programmes de gouvernement. On n'est pas tous, nos compagnies ne sont pas tous éligibles à ça, mais on a d'autres programmes, là, notamment pour supporter la R&D. Et les compagnies continuent à en bénéficier. Oui, en effet. Toi, tu es vraiment dans un secteur qui est même favorisé. Tu sais, vous disiez, je pense que c'est Raphaël, tu disais donc, tu sais, vous êtes penché sur les compagnies dans votre portfolio. Oui. Puis je pense que c'est les réflexes de bien des investisseurs, c'est de voir comment ils peuvent aider leur propre portfolio. De quelle façon vous aidez? Comment vous roll up your sleeves? Comment vous roulez les manches pour pouvoir aider les entrepreneurs? C'est quoi le type d'intervention que vous faites? Veux-tu y aller, Dave? Je peux okay. Oui, écoute, c'est variable pour chaque entreprise. C'est sûr que nous, la constante dans ce qu'on fait, c'est qu'on va aider les entrepreneurs à planifier leur prochain financement. C'est toujours... dans certains cas, il y a des entrepreneurs qu'on va plus coacher au niveau de la stratégie, au niveau du produit. Mais la constante pour toutes les compagnies, c'est qu'on les aide vraiment à penser à c'est quoi la prochaine étape de financement, quels joueurs vont être autour de la table. Fait que souvent, ça peut être des fonds canadiens, souvent, ça peut peut-être être des fonds spécialisés américains dans certains cas. Fait qu'une grosse partie de notre travail, c'est de coacher les entrepreneurs à dire, ben voici les investisseurs pour la suite des choses qui vont être les plus pertinents. Voici quels milestones, quelle métrique ou quel jalon va falloir que tu montres pour qu'il y ait un intérêt à commencer à te suivre. Puis là, dans une période de COVID, ben c'est sûr qu'on essaie d'accélérer dans certains cas. Dans certains cas, on se dit, ben peut-être qu'il y aurait un financement intérimaire à aller chercher. Peut-être que dans certains cas, c'est des conversations où tu disais, bon, on pense être capable de lever une ronde. On pourrait lever une ronde maintenant, mais on va attendre encore un 6 mois pour avoir encore plus de meilleurs résultats, question d'aller chercher une meilleure valorisation. Mais là, on a tendance à dire, regarde, s'il y a de l'argent qui est disponible, tu as des investisseurs qui sont intéressés maintenant, c'est beaucoup plus prudent d'accélérer ton processus de financement puis d'avoir des liquidités plus tôt que vite. Puis ensuite, ben, c'est sûr que là, ça varie pour chaque entreprise. Il y a toujours le défi de recrutement qui était au début de la COVID, on s'est dit, bon, ben, au moins, ça va peut-être aider nos compagnies à mieux recruter parce qu'il va y avoir du bon talent qui va être disponible. Ce qu'on se rend compte, c'est que c'est pas encore vrai, du moins au niveau du talent senior de développement des ingénieurs. C'est pas plus facile que ça l'était il y a 3 mois. Mais peut-être c'est intéressant, ça. Ouais. J'aurais pensé qu'il y aurait plus de ressources disponibles là, dans le marché à l'heure actuelle. Il y en a en marketing, tu sais, il y en a, tu vois, les coûts qui ont été faits, souvent, je pense, marketing, vente. Quand tu as une décision, tu dis, OK, il faut qu'on réduise nos dépenses de 25%, ben, c'est plus facile d'aller couper dans le customer success ou dans le marketing ou que d'aller couper dans tes ingénieurs et tes développeurs qui ont été durs à trouver au départ. C'est un peu ça qu'on voit, là. Oui, c'est intéressant. Puis, est-ce que parce que, évidemment, une des premières questions que tu te poses comme entrepreneur, c'est le burn. Comment contrôler le burn puis réduire le cash. Est-ce que tu as eu ce genre de discussion-là avec tes entrepreneurs dans ton portfolio, Raphaël? Oui. Mais je pense que David a touché plusieurs points importants, mais c'est sûr et certain que c'est une des premières discussions qu'on a eues dès que le COVID a hit au mois de mars. Ben, une des premières discussions, ben, on s'est vraiment assis avec tous nos entrepreneurs, puis c'est de comprendre, OK, on en est où, c'est quoi ton burn rate, c'est quoi ton runway, puis quelles sont les mesures que tu peux prendre pour essayer évidemment d'étendre ton runway le plus longtemps possible. Parce que, tu sais, faut pas oublier, comme on est définitivement pas sorti du bois, là, puis on sait pas quand est-ce qu'on va s'en sortir, mais si on se remet au mois de mars, là, je me souviens, moi, le 18 mars, on savait vraiment pas où est-ce qu'on s'en allait, puis on savait vraiment pas dans quoi on embarquait. Fait que puis c'était une étrange perspective parce que de un, comme l'a mentionné David, on n'a pas tous vécu les 6 dernières crises économiques, mais aussi d'un autre côté, c'est qu'on le sait pas. Tu sais, c'est une crise qui est complètement différente des 2 dernières qu'on a vécues en 2000 puis en 2007-2008. Fait que c'est un moment où est-ce que c'est de dire, OK, faut essayer d'avoir le plus long de runway pour essayer de survivre le plus longtemps possible. Puis c'est comment est-ce qu'on peut edge nos bets de cette. Fait que c'est vraiment cette discussion-là qu'on a eue avec nos entreprises, c'est de voir, OK,
c'est pour celles qui allaient raise bientôt, comme mentionnait David, mais là, c'est de voir comment est-ce qu'on est capable d'étendre avant d'aller raise la prochaine round, parce qu'évidemment, au mois d'avril, c'était pas le moment pour aller raise une round. Donc, tu sais, c'est vraiment ces discussions-là qu'on a eues au début. Mais évidemment, l'argent. Non plus, hein? C'est pas des non, mais pas du tout. Puis, tu sais, je pense que ce côté-là, tu sais, veux pas, c'est notre spécialité. Nous, on s'occupe du financement. Donc, avoir les discussions d'argent de ce côté-là, mais de garder aussi, tu sais, ça restait que c'était une crise, là. Puis, il faut rassurer les employés, il faut réussir à travailler avec justement les CEO pour bâtir vraiment une confiance dans la compagnie. Donc, tu sais, tout ça faisait que les discussions étaient vraiment intéressantes, mais que ça n'a pas été des discussions faciles. Mais c'est sûr, certain que tout dépendant le stage, moi, j'ai la chance que mes compagnies n'ont pas encore 100 employés. Donc, c'est plus facile comme discussion que d'autres compagnies qui sont à 100 employés, qui doivent, ou même 500 employés qui doivent couper la moitié de leurs employés. Moi, j'ai pas eu à faire ça. J'ai parlé à Francis Davidson, il était dans un webinaire pour 4 semaines. Ben, Hopper, les Hopper, tu sais, le travel industry, là, ont coupé 15% de leurs employés. Là, toi, Jean-François, as-tu toi, ton fonds, il démarre, mais vous n'avez quand même des compagnies là, dans votre portfolio. Comment ça se passe? Oui, en fait, j'ai deux. C'est une dynamique intéressante. Là. On gère deux fonds. Le fonds qui est plus récent, nos compagnies ont vu des grosses rondes de financement, puis ils ont dû renouer pour 2 ans. Là, qu'il n'y a pas réellement eu d'impact. C'était plus des impacts logistiques là, que plus sur le cash là, qu'on avait. L'autre chose d'intéressante dans notre secteur aussi, les compagnies, très rarement, au moment où on intervient, n'ont pas de vente. Alors, on n'a pas eu à composer avec une diminution drastique des ventes là, du jour au lendemain. C'est plus facile de gérer un budget quand tu n'as pas de revenus. Là. Ouais. Tu fais seulement brûler du cash. Les compagnies, par contre, l'autre partie de mon portefeuille qu'on gère, là, évidemment, on a eu toutes les discussions que Raphaël et David disaient. Là, mais en fait, nous, ça reste toujours, c'est le talent. Hein. C'est d'aller chercher le meilleur talent possible. Et la plupart de nos compagnies opèrent à l'international et doivent faire des embauches à l'international. Donc, là, c'est une problématique pour nous. Là. D'ailleurs, je suis en discussion avec des chasseurs de tête là, dans certaines compagnies. Puis, bon, l'idée avec la COVID, dans le fond, d'amener quelqu'un de Boston ici à Montréal pour être dans l'équipe de leadership de la compagnie, là, ça devient des discussions très intéressantes. Il faut être créatif par rapport à ça. Que je vous dirais, c'est au niveau de ça. Le deuxième, c'est évidemment, c'est les hôpitaux, parce qu'on travaille beaucoup avec les hôpitaux, là, que ça soit en laboratoire ou quand on teste des médicaments. Beaucoup de discussions par rapport à ça, parce que, bon, au Canada, impossible d'étudier des nouvelles molécules. Là. Toutes les ressources sont pour les patients COVID. Aux États-Unis, ça commence à rouvrir tranquillement. Là. Donc, certainement, il y a des impacts par rapport à ça. Puis c'est ça qu'il faut planifier. Là. Ouais. Alors, c'est à ce niveau-là qu'on travaille avec nos compagnies. Super. Merci Jeff. On va passer aux questions des participants. J'ai une question de Laurent Mayou pour Raphaël. Investissez-vous seulement à travers de l'équité pure ou vous faites aussi de la dette convertible? Oui, bonne question. Non, donc on investit comme tous les autres VC, en fait, on investit à travers on investit contre de l'équité d'une compagnie, évidemment. Puis nous, on a les termes les plus pour Front Row Ventures, là, je parle pas pour Real Ventures, mais pour Front Row, on a les termes les plus founder-friendly au Canada. Puis les termes qu'on va utiliser, c'est un SAFE, donc c'est un Simple Agreement for Future Equity, qui est un véhicule d'investissement qui a été inventé par le Y Combinator aux US. Puis le concept, c'est que c'est comme une note convertible sans la dette, sans la partie de la dette. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment les termes les plus founder-friendly au Canada. Puis c'est vraiment des termes d'investissement aussi qui sont spécialisés pour le stade où on a investi. Donc, c'est vraiment fait pour le early stage là, ici. Peut-être rapidement, dans notre cas, c'est à peu près moitié-moitié des instruments convertibles comme le SAFE ou le KISS qu'on utilise nous plus souvent. Ouais. Puis peut-être la moitié de nos investissements, c'est des ronds en équité. Est-ce que tu veux expliquer aux participants c'est quoi le KISS? Oui, ben c'est un peu comme Raph disait, c'est que le SAFE, à la base, c'est une entente. C'est pas une dette parce que c'est pas repayable.
C'est une entente qui dit je te donne de l'argent maintenant, puis là, mon argent va convertir en équité à une date future. Donc, normalement, la prochaine ronde où il y aura une grosse ronde en équité, là, à ce moment-là, tu vas convertir au prix de cette ronde-là, mais avec une escompte ou à ce qu'on appelle un cap de conversion. On va dire, par exemple, mon investissement va convertir soit à 15% d'escompte de la prochaine ronde, mais à un maximum de 5 millions. Fait que ça, c'est le SAFE. La différence avec le KISS, c'est que c'est le même fonctionnement, mais le KISS prévoit une date de maturité. Fait qu'il y a une date de maturité où la conversion pourrait être forcée. Pas repayable, fait que c'est pas non plus une dette, mais la conversion pourrait être forcée à une certaine date de maturité. Puis il y a d'autres petits détails aussi où le KISS donne des droits de prorata, donc donne le droit à l'investisseur de réinvestir dans la prochaine ronde au même ratio où il investit. Puis il y a les droits d'information aussi, qui nous donnent le droit de recevoir les chiffres de la compagnie et les informations de la compagnie. Cool. Prochaine question de Mathieu Roy pour David. Est-ce que la période COVID affecte vos critères précis de sélection pour de nouvelles startups dans vos portefeuilles? Si oui, quels critères? Je dirais oui et non. Puis je vais peut-être répondre à la question. Je vois la question de Frédéric aussi. C'est sûr que on investit dans un horizon où la liquidité dans nos compagnies va être en 2020, puis ça va être en 2027, 2028, où les compagnies vont soit être acquises ou vont faire un IPO. Donc, probablement qu'en 2027-28, l'effet de la COVID va être un petit peu passé. Fait qu'il faut qu'on garde ça à l'esprit. Mais quand même, à court terme, il faut qu'on se dise, un monde post-COVID, qu'est-ce qui change? Fait que c'est sûr qu'il y a des opportunités d'investissement puis des thèmes d'investissement présentement qui sont beaucoup plus attrayants. Et à l'inverse, il y a c'est sûr qu'investir dans une technologie pour le voyage, présentement, on sait qu'éventuellement le voyage puis l'événementiel, ça va revenir, mais tu veux pas faire un investissement qui va juste servir à financer du burn, c'est juste des dépenses s'il n'y a pas des possibilités de revenus. Fait que c'est sûr qu'il y a des secteurs qui sont moins attrayants présentement, mais ça veut pas dire qu'on les regarde pas du tout. Mais à l'inverse, là, on sait que les entreprises, les organisations vont se doter de technologies puis de processus pour tout ce qui est business resilience et business continuity pour la prochaine fois qu'il y a une vague ou si on a renvoyé les employés à la maison ou plusieurs compagnies vont permettre maintenant le télétravail. Fait que ça, il y a des impacts au niveau de la cybersécurité, il y a des impacts au niveau des outils de collaboration en ligne. Dans certains secteurs, par exemple en santé digitale, on voit une croissance de la médecine virtuelle ou de la télésanté. Il y a des investissements là-dedans. Je pense au niveau des chaînes d'approvisionnement, il y a beaucoup de chaînes d'approvisionnement qui vont vouloir se relocaliser ou se décentraliser. Fait qu'il y a des opportunités autour de ça aussi. En santé, nous autres, nos compagnies on n'investit pas, nous, en biotech ou en pharma, mais des compagnies qui vendent du logiciel à ces industries-là, ça devient très intéressant parce qu'il y a beaucoup de croissance, il va y avoir beaucoup d'investissements. Fait que oui, on cherche des projets qui sont dans ces secteurs-là. Puis pour répondre à la réponse de Frédéric, ça veut dire que ces compagnies-là ont une opportunité aussi d'être plus agressives. C'est là, le coût de marketing online a baissé parce que tu as des gros joueurs, les Expedia sont plus dans le marché, il y a moins de compétition au niveau des keywords. Donc, puis des audiences, fait qu'il y a des opportunités pour certains joueurs d'accélérer le marketing puis d'aller encore plus vite. Toi, JF, ton côté, tes critères, la question était pour David, mais elle peut très bien s'appliquer à toi aussi. Est-ce que la période de crise affecte tes critères de sélection de nouvelles startups? Non, absolument pas. Là. Comme je disais tantôt, notre thèse d'investissement, c'est des maladies comme le cancer, les maladies cardiovasculaires, qu'on continue à regarder ça. On essaie de pas trop s'occuper du bruit de fond de COVID, malgré que ça ouvre des opportunités, là, comme David a dit. Là. Puis on passe quand même du temps à regarder ça et à aider l'industrie, évidemment, là, à se relever. Mais pour notre thèse d'investissement propre, absolument pas. Là. Le défi, c'est comme je suis pour David et Raphaël, là, c'est dans le fond comment clôturer une transaction totalement virtuellement qu'on a commencé à faire. Au début, on pensait que ça serait très difficile, mais on se rend compte que nos processus d'affaires, comme tout le monde, fallait évoluer rapidement puis demeurer flexible. Fait qu'on réussit à faire des transactions là,
de façon virtuelle. Je suis en train d'en faire une à Londres, là, présentement, à Londres, UK. Puis on le fait, je veux dire, j'aurais pas, on connaît bien les entrepreneurs, là, mais je suis pas allé voir les laboratoires, forcément. Ça va être une première pour nous, mais bon, comme tout le monde, on s'adapte. Puis toi, c'est un bon point, ça, Raphaël, de ton côté. Tu sais, le remote, est-ce que ça change ta façon de rentrer en relation avec des nouveaux entrepreneurs? Comment tu deals avec le remote pour évaluer tes business? Oui, ben, très bonne question. En fait, je pense que c'est intéressant parce que toute l'industrie, comme disait Jeff, on est une industrie que le VC, c'est beaucoup des relations, c'est beaucoup du personne, d'événements et tout. Fait que je pense que tous les fonds ont dû vivre une transition qui finalement n'a pas été vraiment painful. Je pense qu'on voyait ça venir pire que ça l'a été. Dans notre cas, ben, l'avantage, comme je l'ai mentionné, nous, on investit sur les campus universitaires à travers le Québec et l'Ontario. J'ai une équipe de 63 personnes maintenant sur ces 21 campus-là à travers les deux provinces. Donc, mon équipe, elle était déjà relativement remote. Elle travaillait, la plupart sont sur leur campus, mais tous ensemble, on est relativement remote. Donc, cette partie-là, elle s'est faite plutôt facilement. C'est sûr, certain que là, c'est nos comités d'investissement, comment est-ce qu'on travaille avec les entrepreneurs, c'est plus en personne. Donc, ça enlève. C'est un développement de relations qui est différent, je dirais, entre les entrepreneurs et les investisseurs. Puis ça, c'est une partie très importante, c'est que quand on investit dans une compagnie, ben c'est 100% à propos de la relation. On bâtit une relation long terme avec eux, on veut les aider à grossir, puis on est là-dedans, là, c'est un mariage, là, on est là-dedans pour les 10 prochaines années. Donc, de bâtir cette relation-là remote, je pense que ça a été quelque chose que le monde au complet a été, mais nous aussi, on l'a vécu, puis ça s'est honnêtement vraiment mieux fait qu'on l'avait prédit. Fait que ça, on est très bien. Puis de l'autre côté, je pense que la partie qui a un peu plus changé, qui a été une adaptation, c'est comment est-ce qu'on découvre des nouveaux entrepreneurs, comment est-ce qu'on rentre en contact avec eux. Parce qu'avant, c'était beaucoup dans des événements, beaucoup à travers, sur les campus, beaucoup en personne, tu sais. Puis ça, ben, on a réalisé que ben, tout l'écosystème va à travers ce processus-là, tous les accélérateurs, les incubateurs, toutes les organisations le système de support que j'appelle, qui est là pour supporter les entrepreneurs, tout ça a dû aller virtuel. Fait que finalement, c'est comme quelque chose qui est devenu naturel pour nous parce que toutes ces organisations-là, il n'y a plus rien qui se fait en personne. Donc, pour nous, ça a juste été une transition de virtuel. Puis je pense que les gens, la société est de plus en plus à l'aise aussi à prendre contact, développer une relation virtuellement. Donc c'était intéressant au début, pour répondre à ta question, c'était intéressant au début, mais on est 100% remote. Puis honnêtement, on n'a pas l'intention de retourner en personne d'ici peu, du moins pas tant qu'il n'y aura pas quelconque vaccin ou solution. Puis là, je ne rentrerai pas dans les détails, je suis loin d'être médecin, mais tu sais, je pense qu'on a découvert une industrie qui se fait bien virtuellement, honnêtement. Oui, puis c'est surprenant parce que tu sais, il y a un gros côté humain dans cette relation que tu veux établir avec l'entrepreneur. Tu sais. Puis ça se fait pas en deux appels téléphoniques puis couple de calls Zoom. Fait que il y a une adaptation là à faire. David, toi, comment tu vis ça, d'établir des nouvelles relations avec Zoom puis le téléphone? Là? Je pense que ça sera pas facile. Puis je suis peut-être biaisé parce que moi, j'ai le challenge d'avoir mes deux enfants, mes deux filles en plus à full-time à la maison. Fait que mon temps est, tu sais, je pense Zoom, puis on est habitué, un peu comme Raph, on est habitué de travailler avec Zoom. Là. Je vais pas à Calgary tous les lundis pour nos meetings d'équipe. Là, ça fait plusieurs années qu'on utilise Zoom. Puis je pense que tout le monde s'en rend compte. Il y a beaucoup de commentaires qui disent on est plus productif qu'avant. Je pense que c'est vrai avec les gens avec qui tu travaillais déjà, avec les clients que tu avais déjà, avec les partners que tu avais déjà. Pour travailler avec des nouvelles personnes, qu'on parle d'une relation de financeur, de financement, ou qu'on parle d'une relation de vente, c'est un autre défi, hein, je pense, d'établir des relations à travers des appels Zoom. Puis on va le voir à l'usage. Tu sais, nous, on est encore actifs, on fait des investissements, mais à date, c'est tous des investissements qu'on est en train de clôturer avec des entrepreneurs à qui on parlait avant la crise. Fait que quand on va closer notre premier deal avec des gens qu'on a complètement rentrés virtuellement, je vais peut-être avoir une meilleure appréciation de comment c'est possible. Parce que le cycle n'est pas complété, mais c'est sûr que tu peux pas remplacer, peut-être je suis biaisé, là, mais c'est dur de remplacer la visite dans l'entreprise pour voir c'est quoi la culture, parler avec des développeurs, rencontrer les équipes, puis la dynamique d'équipe.
c'est dur à remplacer. Il y a beaucoup d'informels aussi qui se manquent. Tu sais, Raph et Jean-François, on travaille tous les trois à l'espace CDPQ. Puis, tu sais, des fois, c'est en se croisant dans le couloir que je demanderais à JF, hey, JF, as-tu vu telle compagnie que nous, on a rencontré? As-tu une opinion là-dessus? Ou Raph, on se croise presque à tous les jours. Là, je me rends compte qu'on ne s'était pas parlé depuis la mi-mars. Fait que, tu sais, c'est de l'information des discussions qui ont énormément de valeur, moi, je trouve, dans ce qu'on fait. Puis, il y en a beaucoup qui se perdent. Fait que, tu sais, je pense pas que c'est vrai qu'on peut complètement travailler de façon virtuelle. Je pense qu'il va en avoir beaucoup plus. Tu sais, je pense que le télétravail, ça va être quelque chose qui va être beaucoup plus accepté, beaucoup plus normal. Mais à l'inverse, je pense que le fait de se déplacer, d'en rencontrer quelqu'un, soit à ton bureau ou d'aller dans un événement, éventuellement dans une conférence, ça va avoir encore plus de valeur parce que les gens vont considérer que si je me déplace pour aller parler sur un panel à ta conférence, c'est parce que j'ai décidé d'y consacrer une la peine. Puis ça va être une marque de respect qui, dans les relations humaines interpersonnelles, l'affaire va devenir encore plus importante. On va accorder plus de poids au fait de se déplacer, au coût d'opportunité de se déplacer qu'avant, ça c'est clair. Des meetings, des fly-in à New York, à Toronto, à Paris pour le fun. Là. Ça me manque pas. Ça, je pense que ça va être un changement. Moi, je pense que c'est un des changements profonds qui va s'opérer. Beaucoup, oui. On voyagera plus juste pour des board meetings à Vancouver, aller-retour. Là. Oublie ça. Puis c'est fou. En fait, tu réalises à quel point, tu sais, je veux dire, je me suis déjà réveillé à Montréal pour faire des meetings à Toronto puis dormir à Halifax. Complètement inutile quand tu y penses. Anyway, c'est un complet changement de mentalité, mettons. Oui. Moi, je pense que ça va être un des effets probablement bénéfiques aussi post-crise, tu sais. De ménager les voyages, les déplacements vont avoir plus de valeur. Il va falloir que tu justifies davantage tes déplacements, puis d'accorder à la relation humaine, d'accorder à la rencontre en personne un poids plus grand. Tu sais, puis David, je pense que tu pointes dans le bon sens. C'est vraiment ce poids-là relatif qu'on va vouloir accorder à ces rencontres en personne qui ajoute de la valeur. Tu sais, fait que, malheureusement, c'est une mauvaise nouvelle là, pour l'industrie hôtelière et l'industrie aérienne. C'est très clair parce que nous aussi, on a ces mêmes discussions-là. Là. On se rend compte que les processus d'affaires ont évolué extrêmement rapidement. On s'est tourné sur un dizaine pour continuer à opérer. Puis, pour ma part, moi aussi, là, les voyages, c'était une partie extrêmement importante là, de nos activités. Puis, on se rend compte qu'on est quand même assez productif là, malgré tout. Mais un point que David a fait tantôt qui était très intéressant, là, c'est les interactions humaines, là, puis la proximité. Là, le fait de travailler dans un hub comme espace pour nous, c'est sûr que ça nous manque là, parce que c'est dans les discussions de corridor souvent que les deals ça passe. Là. Bon, tous les trois, on a eu, je pense, de très bonnes discussions là, à la machine à expresso en bas. Là. Ça, il va falloir qu'on trouver une façon là, de redéfinir là, ce genre d'éléments communautaires-là qu'on n'a plus présentement. Bon, mais je vais inviter Raphaël à aller faire un tour de vélo là, bientôt, quelque chose comme ça. Ah ouais. À 2 mètres. Voilà. Comment cette année d'entendre parler de ces 2 mètres-là, là, mais ça, c'est la réalité. Messieurs, time's up, 11h12. Je vous remercie infiniment pour votre temps accordé et de témoigner de vos expériences pour nos entrepreneurs ici présents. C'est très peu de temps, 40 minutes, puis je me rends compte qu'on aurait pu en parler encore. Moi, j'avais une liste de 22 questions, là, puis je pense qu'on a coché 3,5. Là, fait que, mais plaisir de vous revoir, messieurs, puis je vous souhaite une belle fin de journée.